Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Ça faisait tellement longtemps qu'on voulait ce podcast-là. Qu'on voulait la revoir, la recevoir, l'incroyable, la légendaire Sonia Lupien, qu'on a déjà reçu sur votre podcast. C'est un podcast dans les plus légendaires. Je dis ça humblement. Là, mais... Du Sans Filtre, c'est un des podcasts qu'on se fait le plus parler. C'est un des podcasts que, en fait, c'est le podcast sur les plateformes audio qui a été le plus écouté. Puis on en parle avec Sonia. Un podcast qui a marqué, je pense, les esprits. J'imagine que les gens, que vous êtes stressés. J'imagine que quand vous voyez stress puis que vous voyez des solutions à votre problème de stress, ben vous cliquez, clairement. Aujourd'hui, on parle de stress au travail. Sonia, son dernier livre s'appelle « Le stress au travail versus le stress du travail » ou peut-être l'inverse? Non, c'est ça. À vérifier? OK. Puis, moi, personnellement, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur bien des affaires, sur des affaires que je faisais mal, sur le multitasking, entre autres, puis sur le fait de toujours d'avoir une attention toujours fragmentée sur 1 million d'affaires, sur le fait de vouloir tout faire en même temps, de tout faire en surface finalement. Puis je pense que ça va vraiment avoir un impact. Comme le premier podcast avec Sonia avait eu un impact, j'avais fait des changements qui encore aujourd'hui me suivent. Ben, je pense que ça va être la même chose. C'est vraiment... Tu sais, on est à la recherche de réponses des fois à nos problèmes sur Internet à travers tout plein de contenu, de croissance personnelle aussi ou ça, ben Sonia, c'est une chercheure sur le domaine, c'est scientifique, mais en même temps, ça vous donne des conseils pratiques ou des manières appliquées de comme gérer ces problématiques-là de stress. Donc, pendant le podcast, puis ça m'arrive rarement, là, tu sais, ça m'arrive rarement qu'on arrive, on vient de sortir du podcast, puis j'ai comme fait... C'était incroyable. Ouais. On vient de finir d'enregistrer. Puis en faisant le podcast, je me disais, il va falloir que je réécoute ce podcast-là. On était en train de le faire. Puis je me disais, il y a trop de pépites d'informations. Il y a trop de trucs vraiment pertinents que je vais pouvoir appliquer moi-même à ma vie qui ciblent précisément des problématiques que j'ai au quotidien. Puis c'était incroyable, encore une fois. Vraiment, probablement la meilleure invitée de podcast au monde entier, là. Honnêtement, là. Ouais. Honnêtement. Fait que, merci à Sonia pour son temps, évidemment, puis bon podcast. Stressez pas trop, puis écoutez ça. Take it easy. Bonne écoute. Avant de commencer l'épisode, on veut vous parler d'une fondation qui nous tient à cœur, d'un défi, en fait, qui nous tient à cœur. C'est le défi 28 jours sans alcool organisé par la Fondation Jean Lapointe. On a décidé de participer. En fait, PH puis moi, on est déjà dans un défi sans alcool. Moi, depuis presque 2 ans. PH, depuis 1 an. Mais on a lancé, en fait, le défi. On a embarqué toute la gang du Studio SF là-dedans. Donc, toute l'équipe va relever le défi sans alcool, va tenter, du moins, de relever le défi sans alcool durant le mois de février. Puis, Dom, tu l'as dit, ça fait 1 an, moi, que j'ai pas bu d'alcool. Puis, la différence que j'ai vue dans ma vie, dans mon niveau d'énergie, à chaque fois que je me lève le matin, ça arrive jamais que j'ai l'espèce de mal de tête ou juste une espèce d'inconfort ou même, à plus grands égards, des fois, un genre de honte de la veille, de mes comportements, de quoi que ce soit lorsque j'étais altéré par l'alcool. Puis depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai plus ça. Puis ça fait une énorme différence, autant sur ma santé physique que ma santé mentale. Donc, le défi 28 jours, c'est un excellent moment pour l'essayer et vous vivre ce que je raconte là, en fait. Puis pour vous aider à relever le défi, vous pouvez commander la boîte défi. La boîte défi, dans le fond, c'est une boîte dans laquelle il y a ces beaux produits-là qui sont des produits sans alcool. Donc, ça peut vous donner des alternatives, des choses à consommer dans des soirées, dans des événements, dans n'importe quoi à la maison. Le moment que vous auriez bu de l'alcool, ben là, vous avez quelque chose à vous mettre sous le palais. Ouais, autant des bières que des mocktails, là, c'est super cool. Puis les fonds, même des peanuts. Les fonds amassés permettent à la Fondation Jean Lapointe de sensibiliser les jeunes avec des programmes éducatifs, d'aider les familles touchées par les dépendances, on le sait, c'est important, et offrir des traitements essentiels à ceux qui en ont besoin.
Donc, on vous lance le défi de rejoindre notre équipe dans le défi 28 jours. Vous pouvez vous inscrire en ligne dans le lien qui est dans la description. Pour s'inscrire, c'est 28 $, puis dans le fond, c'est un don que vous faites à la Fondation Jean Lapointe, donc pour une bonne cause. Donc, chaque dollar compte, la cause est importante. Donc, puis un petit break d'alcool, ça peut toujours faire du bien, ça fait jamais de tort. Donc, je vous encourage et je vous lance le défi. Et allez rejoindre l'équipe du Sans Fil Podcast lorsque vous serez inscrit. Fait qu'on fait tout ça ensemble. Let's go. Let's go. Super! La partie 2, tant anticipée. Des années plus tard. Des années plus tard. Combien? 3-4 ans, là, au moins. Là. Ah oui, au moins. Ouais. C'est avant qu'on tombe dans le vif du sujet, je veux quand même réfléchir à la conversation qu'on avait eue la dernière fois parce que on a fait 266 podcasts en ce moment qui sont sortis. Ça fait 6 ans qu'on fait des podcasts. Celui qu'on a fait avec toi est celui... Premièrement, c'est notre podcast le plus écouté sur les plateformes audio de tous nos podcasts. Ouais. Mais deuxièmement, au quotidien puis au day-to-day, quand des gens viennent me parler du Sans Fil Podcast, c'est 9 fois sur 10 de ce podcast-là que les gens me parlent. Tant Je mieux. me suis fait écrire par des professeurs de cégep qui faisaient écouter la génial. conversation à leurs élèves. Ouais. Ça a été, honnêtement, dans la psyché du Sans Fil Podcast puis notre histoire, c'est vraiment un podcast extrêmement important. Ben, grâce à vous, moi, j'ai rejoint les jeunes parce qu'aujourd'hui, ils me connaissent puis ils viennent me voir puis ils disent qu'ils ont écouté votre podcast Ah ouais, là-dessus. hein? Tu l'as eu, t'as eu ce retour-là aussi de ton côté? Moi, j'ai des étudiants universitaires qui viennent d'entrer, par exemple, à l'université, mais qui étaient au cégep quand on l'a fait. Ben oui. Fait que tant mieux, ça a marché. Ben oui, Ben oui. non, mais ça a touché bien du monde, ce podcast-là. Ouais, c'est tant c'est mieux. fou. Ouais. En tout cas, Moi, j'ai un ami qui a une entreprise à Blainville, puis lui, il m'a dit que ce podcast-là, il l'écoutait à peu près aux 3 mois. Il l'écoute une fois Des petits bouts qui rentrent à chaque aux fois. 3 mois, ouais. Puis à la suite de ce podcast-là, il faisait beaucoup d'anxiété, puis il faisait beaucoup de stress lié à... Il y a une business, fait que c'était lié à ça, puis on en reparlera plus tard. Mais suite à ce podcast-là, il a fait des changements drastiques. Là. Il s'est acheté un 2e cellulaire avec une ligne qui est fermée après 5 heures. Puis tu sais, tout plein d'affaires de même en ligne avec ce podcast-là. Fait que, ouais, non, c'était vraiment... Vindy Desjardins qui m'avait dit « Il est parfait, ce podcast-là. Là. Vous êtes bon, elle est drôle, elle vous appelle vos petits proutes. Ouais. Je suis revenu voir mes petits proutes. Exact. Je les aime, mes petits proutes. Exact. Fait que, ouais. Ça pour dire que... Mais merci encore de cette première fois. Puis là, Puis d'être là à on nouveau. se lance dans la Puis moi, je deuxième. voulais vous dire, les garçons, là, sans farce, j'en fais beaucoup des entrevues, puis je le dis à qui veut m'entendre. C'est une des meilleures que j'ai faites, parce que vous les aviez lus, mes 2 livres, puis on partait pas sur des tangentes. Je veux dire, on savait exactement ce qu'on s'en allait, fait que bravo. Mm-hmm. Pour ça, je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir réaccepté, c'est ça, parce que tu dois avoir un horaire encore chargé. Moi, pas Ouais. du tout. Pas du tout. Tu as l'air de bien dealer avec ça. Merci. Ouais, tout à fait, tout à fait. L'air d'avoir de certains trucs dans ta poche, hein, clairement. Des outils, là. C'est comme Moi, il y avait... une des choses... Ah, vas-y. Non, mais j'allais juste faire... Il y avait une image à un moment donné qui circulait qui était comme genre une spécialiste du sommeil, là, tu sais, puis ta voyée, elle avait de l'air fatiguée. Là, c'est comme ça, la joke, c'était comme cette personne-là. Là. Ouais, c'est vrai, comme je me rappelle. cordonnier mal chaussé, là, tu sais. Je me rappelle, ouais. Non, ça paraîtrait mal de mourir de stress dans mon cas. Fait que faut que je prenne des vacances. Moi, plus personnellement, la chose qui m'avait le plus marqué puis que j'ai le plus réutilisé après notre conversation, c'était le concept de l'énergie déployée. Je crois que... L'énergie mobilisée. L'énergie mobilisée que tu appelais, qui était quand tu vis du stress au quotidien puis que là, tu n'as pas l'exutoire de courir, de te sauver du mammouth, par exemple. Chaque fois que ça m'arrivait, après cette conversation-là, quand j'avais une espèce de flou dans mon cerveau, j'avais l'impression d'être fatigué, mais en même temps, j'avais rien fait de physique, ben j'allais courir. Ouais. Puis 3 km après 15 minutes, ça partait tout de suite. Puis là, j'étais capable de revenir puis d'avoir complètement libéré ça. Puis ça l'a marché à tout coup. Oui. À tout coup, vraiment. Tu donnais une pause à ton cerveau, puis tu lui permettais de sortir l'énergie mobilisée, comme on disait. Exact. Ben oui. Sinon, ben, tu serais resté assis sur ton sofa à ruminer Exactement. tout ce qui se passait. Exactement. Ouais.
Toi aussi, tu le faisais des fois quand on était ici. Il faisait des push-ups max. Ouais, des fois, juste, tu sais, sans dire je vais courir 10 km, de juste comme bouger, faire un petit sprint, faire un petit quelque chose, on dirait juste ça, là, ça replace, ça fait du bien. Là. Exact. Moi, quand je suis stressée, je monte à pied les 5 étages qui mènent à mon appart. Tout le temps. Sinon, je prends l'ascenseur, ça va bien. Ouais, quand t'es pas stressé, l'ascenseur, c'est bon. Quand on te voit dans les escaliers, on te laisse pas, parle pas trop. Là. Cool. Fait que c'est ça, dans le fond, là, avec ton nouveau livre, on voulait te recevoir pour en discuter. Puis nous, ça nous touche aussi particulièrement parce qu'on a ici une équipe, on gère des employés, puis on veut essayer. On est stressé des fois, puis nos employés ils sont stressés. Puis quand nous, on est stressés, ils sentent qu'on est stressé. Fait que premièrement, comment l'idée t'est venue de plonger dans cette question-là? Je suis obligée de vous dire que le sujet, je me demande toujours c'est quoi mon prochain sujet. Ouais. Comme là, cet été, j'ai annoncé que le sujet de mon prochain livre, vous êtes prêts? OK, vas-y. Prêt? Le stress de l'amour. Oh, le stress de l'amour. C'est bon, ça. Donnez-moi 5 ans, ça va être correct, je vais l'avoir fait. Parfait. Mais bref, je pensais... On n'a jamais à... vécu ça, nous autres? Le stress... Non. Non, mais écoute, il n'y a aucun livre sur le sujet. C'est vrai? Puis écoute, c'est stressant, là. C'est violent d'été. Je veux dire, il y en a du stress quand tu le regardes. C'est fascinant, sujet. Bref. Après la facture amoureuse, le stress amoureux. C'est ça. Mais bref... ça me prenait un nouveau sujet. Ouais. Je suis pas une fan du stress au travail. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup au début des années 2000 sur le stress au travail, puis j'étais comme... Mais je savais que c'était quelque chose, surtout avec la pandémie. Puis moi, ce qui me stressait le plus avec la pandémie, c'était la chose suivante, c'est qu'il y avait plein de gens que je connais, peu importe, qui m'appelaient ou qui m'écrivaient puis qui disaient « So, je serai plus jamais stressé. » Je dis, bon, comment ça? Parce que je vais, à partir de maintenant, être en télétravail à temps plein. Et puisque les stresseurs sont dans mon milieu de travail, le trafic pour se rendre, les personnalités hostiles, name it, je ne serai plus jamais stressé. Or, on savait depuis un petit bout de temps que c'était pas du tout le cas et que la maison peut être un endroit rempli de pièges de stress. Et je fais un petit aparté, j'avais montré en 2000 que le stress des parents déborde sur les enfants. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, attends une minute, là. Si tu veux être en télétravail à temps plein, t'es mieux d'être certain à 1 million % que t'es pas stressé. Parce que c'est pas grand, une maison. Puis ton stress va déborder sur tes petits proutes. Et c'est comme je te dis, c'est pas grand, une maison, puis il peut pas se sauver. On a tous eu ça dans notre enfance, un parent qu'on était bien content qu'il ait travaillé quand il était stressé. Ça nous donnait une petite pause, là. Et donc, j'ai dit, il va vraiment falloir que je fasse un argumentaire aux gens, dire, faites attention, c'est pas vrai que vous êtes en protection de stress quand vous êtes en télétravail, à l'inverse. Et donc, leur donner un peu ces informations-là. Fait que ça a été long écrire ce livre-là. Et j'ai essayé de trouver une façon. J'ai dit, si c'est le fun pour moi de l'écrire, ça ne me tentait pas tant que ça, on va m'arranger que ça va être le fun pour les gens. Fait que j'ai décidé de partir avec une ligne du temps. C'est-à-dire de partir, même au moment de la révolution industrielle, où on a pris des fermiers puis on les a mis dans des bureaux, puis on a dit, là, tu travailles plus de tes muscles, tu travailles de ta tête, jusqu'à aujourd'hui, pour que les gens comprennent comment ça se fait qu'on souffre autant aujourd'hui de stress. Puis c'est ça, puis tu fais l'introduction de ton livre en disant ceux qui pensent que le télétravail, c'est la solution à tout, ils n'aimeraient pas mon livre. Puis c'est ça que tu dis en conférence quand tu fais des... Oui, puis c'est la première fois, même quand je donne une conférence sur pourquoi le télétravail ne protège pas du stress, il y en a qui sont pas contents. J'ai même un chapitre sur les incivilités virtuelles, là, tout ce que les gens ont pu écrire dans le chat. Tu sais, quand tu fais une conférence virtuelle, je faisais une conférence virtuelle sur le sujet, je vous dis pas qui était le client. Puis là, je faisais ma conférence, puis je voyais le chat. Toi, tu le voyais passer. Je dis, non, il m'a bien tes commentaires. Tu sais, puis à un moment donné, à la fin de la conférence, moi, j'ai accès, fait que je m'en vais voir les commentaires. Écoute, j'avais l'impression d'être de retour en secondaire 3, là, tu sais, quand tu te fais boulier ou je sais pas trop quoi, les gens prenaient des photos de mon visage en disant que, je sais pas, j'avais l'air de X, Y, Z, à tel point qu'il y avait des Pendant gestes... des conférences... C'est un que sujet... tu donnais de corpo, là. Oui. Donc, pourquoi le télétravail ne protège pas du stress? Aujourd'hui, j'ai plus ça, mais au début, le temps, quand on a commencé le télétravail puis que les gens tripaient vraiment, vraiment télétravail, il y a certaines personnes que ça rendait... Écoute, dans une colère, parce qu'ils pensaient que j'avais été engagée par leur employeur pour dire ce que leur employeur voulait entendre, etc. Moi, je suis chercheur. Je ne suis pas engagée par personne pour faire ce que la personne veut. Et donc, je commence aujourd'hui ces conférences avec l'avertissement. Et j'ai commencé le livre en disant, je n'ai pas été engagée par votre employeur pour écrire ce livre. Je n'ai pas choisi les articles scientifiques dont je discute pour qu'ils fitent avec ma théorie. Je n'ai pas de théorie. M'en fous, dans le fond. Moi, mon seul but, c'est que vous ne stressiez pas puis que ça ne déborde pas sur vos tout-petits. C'est ça mon but dans la vie. Et donc, c'était bien important pour moi de rendre ça clair pour que les gens disent OK. Tu sais, puis si vous voulez, la liste des 416 références lues est à la fin et allez la chercher. Puis à ce moment-là, vous pourrez vous faire une tête vous-même.
C'est fascinant pour avoir fait faire du télétravail au quotidien. Je confirme que c'est pas nécessairement la solution. Là. Quand je viens ici, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus le fun pour moi quand je suis rendu au studio que quand je suis tout seul à mon bureau. Là. Oui. Puis, tu sais, on l'a essayé aussi du point de vue de l'employeur, là, tu sais, d'avoir des employés en télétravail ou en hybride. Puis, en tout cas, de notre expérience à nous, il n'y a rien de mieux qu'une équipe qui est ensemble sur place, qui travaille ensemble, qui ont un contact humain, que tu peux, sur l'heure du dîner, jaser d'autres choses. Tu sais, t'es pas juste enfermé chez vous, dans tes affaires, avec ton chat, puis ta laveuse, puis ta sécheuse. Il y a un mécanisme cérébral à la base de ce que tu dis qu'on appelle la coprésence. Puis j'en parle dans le livre. La coprésence qui va être induite par ce qu'on appelle la synchronie cérébrale. Puis je raconte l'histoire de ma fille qui étudiait à l'université. Puis à un moment donné, elle m'appelle, elle dit « Mom, je m'en vais étudier à l'université pour un examen. Je vais faire un travail de session. Et puis je vais en prendre l'autobus, puis je m'en vais à la bibliothèque de l'université. » Mais je dis « C'est parce que là, tu manques de temps, puis ça te prend 1 heure à aller. » Puis moi, je connaissais la réponse, je veux savoir si elle l'avait. « Ça te prend 1 heure à aller à l'université. » Ces 2 heures-là, tu les aurais pour étudier. Pourquoi tu vas à la bibliothèque? Ben, c'est parce que quand je vais à la bibliothèque, c'est bien plus facile pour moi de travailler. J'entends les autres travailler. L'énergie me donne l'énergie pour travailler. Puis c'est ce qu'on appelle la synchronie cérébrale ou la coprésence. C'est pas vrai que d'avoir des gens en arrière d'un écran, c'est la même chose que les avoir dans notre face. Puis ce que j'essaie de dire dans les conférences, ce que vous devez comprendre, c'est que le télétravail, c'est nouveau pour un cerveau. Il va finir par se mettre à jour dans 100 ans à peu près. Il est slow, qu'est-ce que tu veux je te dise? Et donc, pour lui, il va utiliser les mêmes critères devant un écran. On parlera de fatigue virtuelle, si tu veux, qu'il utilise dans la vraie vie. Et donc, il va essayer d'utiliser les mêmes choses, mais ça ne va pas fonctionner. Fait qu'il va travailler fort quand il va travailler à travers un écran. Et donc, qu'est-ce qui arrive? La coprésence, c'est quand tu es en présence de d'autres gens, tu vas synchroniser ton cerveau sur les gens. Je sais que ça fait très ésotérique. Je te raconte l'histoire avant. Je te mettais un casque de EEG, mettons, d'électroencéphalogramme, puis je te demandais de faire une tâche de mathématiques, mettons, puis là, je regardais tes ondes. OK? Ouais. Jusqu'au jour où des chercheurs ont dit, OK, mais si j'en mets un sur 2 personnes, puis ils sont ensemble. Fait que, mettons, je mets une... Faire les mêmes tâches. Ouais, non, même pas. Je vous mets chacun un casque de EEG, puis toi, je te demande de faire une tâche de maths, toi, tu fais rien. Toi, tes ondes vont commencer à changer pour genre tâche de maths, puis toi, tu vas te synchroniser sur lui. Donc, vous allez vous synchroniser. Et c'est ça qui explique l'impact de la coprésence. C'est pas pour rien qu'on va travailler dans un café, que ça va, tu sais, que tu écris un livre, tu vas aller l'écrire dans un café, etc. Ils ont même fait, par exemple, demander à des gens de remplir un fichier Excel tout seul et entouré de gens qui remplissent un fichier Excel. Et le seul fait d'entendre les claviers va augmenter la performance de la première personne sans même qu'elle s'en rende compte, elle va le faire plus vite. Fait que c'est pas vrai que, juste pour ça, la coprésence, il y a bien d'autres choses aussi, que c'est la même chose qu'être en coprésence. Puis ça, ce n'est que lié à la présence physique. C'est pas lié à une présence virtuelle. Non, ça n'a rien à voir. Ça passe pas à travers l'écran. Fait que quand tu essaies de faire n'importe quelle tâche, va juste être plus demandante si tu es seul à temps plein, oui. Si tu es seul autour des... Oui, il va y avoir moins d'innovation. Il y a beaucoup de gens qui disent non, on peut faire du brainstorming en Zoom. Pas sûr, moi. Je suis pas sûre du tout qu'on peut faire une séance de brainstorming. C'est pas si clair que ça. Il y en a qui l'ont essayé. Et donc, ce que les chercheurs disent, c'est, puis on reviendra tantôt à l'attention fragmentée qui est la base du livre, mais ça change, là, nous autres, on part toujours d'un bord puis de l'autre. On finit par arriver quelque part, n'est-ce pas? Le monde nous suit. Ce que les chercheurs disent, c'est que l'affaire, c'est que ça faisait longtemps que les chercheurs travaillaient sur les télérencontres, Zoom et Teams. Là. Mais c'est slow, un chercheur. Il essayait de trouver les meilleures façons de faire un guideline pour dire aux gens, voici le temps de Teams pour ne pas créer de la fatigue virtuelle, blablabla. Puis là, ils n'ont pas eu le temps. Sauf que la pandémie est arrivée, on s'est tous pitchés comme des malades, on a tout fait ça tout croche. Et là, on essaye de défaire puis de refaire. Puis ce que les chercheurs disent, faites-en des rencontres Teams, mais pas pour tout. Donc, les rencontres Teams, c'est bon pour ce qui implique pas trop de thinking. Tu sais, un suivi de dossier. Pas trop de créativité. C'est ça. Tu sais, une conférence, ben là, c'est comme la TV, ça va, etc. Mais si tu as des gros dossiers d'innovation, partir un nouveau projet, là, vous voulez partir une nouvelle affaire, vous êtes bien mieux en coprésence, c'est sûr et certain, ça va aller plus vite. Ouais. Nous, on est ici au studio, on fait beaucoup de brainstorm quand on est avec notre équipe. Puis effectivement, qu'on les fait juste en présentiel. Ouais. On fait jamais de gros brainstorm. Fait qu'intuitivement, j'imagine que vous avez compris ça. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine un autre aspect, puis tu en parles dans ton livre aussi, de l'importance du sentiment de valorisation dans le travail. Là, le sentiment d'appartenance, là, mettons, nos employés qui viennent ici, puis qui sentent qu'ils
construisent quelque chose, que leurs idées sont entendues, qui font une différence, qui peuvent faire avancer le truc, qui se sentent bien plus impliqués, valorisés. Puis j'imagine quelqu'un chez lui, t'es plus loin de ça, tu le vois moins, t'as moins un contact direct, t'as plus de distractions aussi, on y reviendra, mais tu sais, cet esprit-là de collectivité, certainement d'appartenance, il est important aussi au travail. Oui, puis tu as un effet bien plus pervers que ça aussi. Puis ça, il va falloir que les gens, de toute façon, les gestionnaires en sont de plus en plus conscients. C'est que quand le hybride est arrivé, la pandémie débarque, le hybride débarque, puis ça, j'en parle dans le livre. Le premier hybride qui débarque, c'est ce que j'appelle le hybride aléatoire. Au début, on dit « venez si vous voulez ». Personne vient. OK. Venez une journée par semaine quand vous voulez. Et là, les employés se fâchent avec raison. Les employés vont dire, là, c'est niaiseux. Parce que là, je fais 2 heures de char, je viens au bureau, je suis seule pour dîner, en train de faire des zooms avec quelqu'un à la maison. C'est con. Ouais. Et c'est pas anodin. Pourquoi? La personne qui vit ça, elle va ressentir ce qu'on appelle un sentiment d'injustice. Et il n'y a rien de pire sur Terre qu'un sentiment d'injustice pour diminuer la motivation d'un employé et donc sa performance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le hybride aléatoire, peut faire, puis fait, c'est d'induire ce qu'on appelle une mentalité du nous versus eux. Nous, eux. Nous. Puis faites juste, puis ça, on l'a vu pendant la pandémie, vacciné, pas vacciné. On a vu ce que ça fait en Ottawa. C'est ça que ça crée, la mentalité du nous versus eux. Et tu as 2 types de nous versus eux qui vont se développer avec un hybride aléatoire comme ça. Le premier, c'est entre ceux qui peuvent puis ceux qui ne peuvent pas. Parce que ce qu'on sait, c'est que les emplois qui sont propices au télétravail, c'est des emplois pour des gens qui sont éduqués et des emplois, donc, assez bien payés. Mais le col bleu, je ne sais plus trop, la personne qui travaille sur une chaîne de montage, elle ne peut pas, elle, être en télétravail, même pas une journée par semaine. Fait qu'il va y avoir la mentalité du nous versus eux entre ceux qui peuvent se baigner le jeudi après-midi entre 2 rencontres Teams, puis ceux qui ne peuvent pas. Et ceux qui ne peuvent pas sont pas niaiseux, ils vont s'en rendre compte. Donc, sentiment d'injustice. Après ça, diminution de motivation puis diminution de performance. Le deuxième mentalité du nous versus eux, c'est les présentiels versus les virtuels. Parce que mettons, tu fais une rencontre hybride, tu as des gens en présentiel, tu as des gens en virtuel. On se rappellera que ceux en présentiel sont en coprésence, on connecte. Okay? Ouais. Ceux qui sont en virtuel vont souvent dire, là, je me sens pas connecté. Non, tu n'es pas connecté parce que tu n'es pas en coprésence. Et l'autre effet que ça peut faire à long terme, c'est d'induire chez le gestionnaire ce qu'on appelle un biais de proximité. On a tendance, sans même s'en rendre compte, à préférer ceux qu'on voit à ceux qu'on ne voit pas. Fait qu'on va trouver que t'es donc bien bon, je te vois tous les jours, etc. Et ça a été démontré. Ils ont pris une étude que des gens vont avoir plus de promotion quand ils sont en présentiel que quand ils sont en virtuel. Il y a une étude que je rapporte. Ils ont pris des employés. En Asie, ils vont souvent envoyer les employés parce qu'ils ont des problèmes d'espace. Ils ont pris des employés d'une agence de voyage. La moitié, ils ont envoyé 9 mois en virtuel temps plein. Tu peux vendre des voyages à la maison, right? Ouais. Puis l'autre moitié, 9 mois en présentiel à temps plein. Et ils ont montré que ceux qui étaient en présentiel à temps plein avaient 50 de plus de promotion. Ah ouais. Et encore une fois, ceux qui sont en virtuel à la maison ne sont pas nono, ils vont s'en rendre compte. Ouais. Sentiment d'injustice, baisse de motivation, baisse de performance. Wow. Puis, au-delà de la motivation puis de la performance qui est diminuée, puis au-delà de ces nous versus eux qui sont créés par le télétravail, parce que ça serait la perspective de comment faire pour que une business roule, puis roule bien, puis roule de façon équitable, mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont chez eux? C'est quoi les trucs qui se développent qui sont nocifs à, évidemment, là, on a appris pour leur carrière, mais à leur propre personne. Leur bien-être. Leur bien-être. Là, je vais revenir au début, au propos du livre, puis je te donne pas le titre du livre pour le vendre, c'est pas important, mais le titre du livre est super important. Je l'ai cherché, celle-là, parce que je savais pas comment l'appeler. Ça s'appelle « Le stress au travail versus le stress du travail ». Puis le titre est long, mais il fallait qu'il soit long. Pourquoi? Parce qu'il contraste 2 choses. Et encore là, c'est les gens qui disaient, moi, je suis en télétravail temps plein, je ne serai plus jamais stressé, qui m'ont stressé. Puis je disais, OK, il faut que je fasse de quoi? Et donc, il faut que j'aille chercher le mammouth, n'est-ce pas? Et donc, parce qu'au début, ce que vous devez comprendre, c'est que la pandémie de la COVID, nous, les chercheurs, on n'a pas haï ça.
Pourquoi? Ça a fait plein de travail. Ça faisait longtemps, nous autres, qu'on voulait savoir ça prend combien de temps un stress aigu pour devenir chronique. Mais bien sûr, je ne peux pas étudier ça dans mon labo parce que pour répondre à ça, il faudrait que je vous prenne, les garçons. Je vous amène au labo, puis là, je vous stresse pendant des mois pour voir qui va tomber au combat. Ça s'appelle la torture. C'est ça. Moi, j'aimerais ça, mais bon, on peut pas. Les comités d'éthique veulent pas. Tu peux pas faire ça au Canada. Il faut que tu fasses ça dans un pays en Asie. Là. C'est ça. Puis donc, je peux pas faire ça, je serai en prison, right? Ouais. Et donc, ce qu'on va faire, on va laisser la nature stresser les gens à notre place, qu'on va appeler des expériences de la nature. Et donc, par exemple, on va étudier les soldats qui sont allés à la guerre, les enfants maltraités. Eh bien, sachez que la pandémie a été une superbe expérience de la nature parce que tous les gens de la Terre avaient la même menace au même moment pour le même nombre de temps. Et nous, on avait plein de projets de recherche qui roulaient avant la pandémie. Quand les pandémies est arrivée, on dit « on a tout passé ça à l'éthique pour continuer d'y suivre, pour avoir un avant-après, etc. » Donc, je reviens. Avant la pandémie, depuis le début de l'année des 2000, même, le gouvernement fédéral était venu voir les chercheurs puis il avait dit, écoutez, il faut faire de quoi? Il y a tellement d'absentéisme dû au stress en milieu de travail. Rentrez là, on va vous donner des subventions puis allez étudier ça. Allez-y. On était allé étudier ça. Puis là, on étudiait les facteurs présents dans le milieu de travail qui stressent les gens. Le trafic pour se rendre. Travailler avec des personnalités hostiles, hein, les gens autour de nous qu'on haït puis qu'il faut qu'on voit tous les jours. Les conflits drôles. Hein, on se sentait toujours coupable comme parents parce que là, on allait porter le petit à 6 heures le matin pour le meeting, on se sentait coupable. On allait au meeting, on se sentait coupable. On était toujours en conflit drôle. Et oui, donc, il y avait plein de stresseurs. On était sûr qu'on avait tout compris. La pandémie débarque et là, on se retrouve toute la gang en télétravail. Et rappelez-vous, les premières semaines du télétravail, en fait, les premières semaines du confinement, on est tous assis. Bon, on regarde notre premier ministre, on dit ça y est, c'est la fin de l'économie mondiale. À 15 heures, tous les après-midi. C'est la fin de l'économie mondiale. Tout le monde va faire faillite. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus rien. Jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on a un laptop à la maison avec du Wi-Fi et un VPN, puis qu'on est capable de travailler. Et on va commencer à travailler à la maison. Puis là, on va commencer à aimer ça. On peut travailler en jogging, on n'est plus pris dans le trafic, etc., etc. Et donc, on va commencer à aimer ça. Puis c'est là qu'on va dire, on va se rendre compte que la productivité, on était sûr qu'elle allait tomber, mais non, toi, elle est soit la même ou elle est augmentée. Puis comme je le dis toujours, là, si les garçons, vous avez quelqu'un qui vient vous voir puis qui vous dit qu'en télétravail à temps plein, la productivité est augmentée de 77 %, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui veut vous vendre un programme pour du télétravail. OK? Le vrai chiffre, quand ça augmente, c'est entre 4 et 9 %, ce qui n'est pas anodin, right? Mais ce qui reste quand même marginal. Mais c'est quand même pas pire, 10 % Moi, je trouve ça très bien. Puis je vous fais une petite histoire vite que vous compreniez. Mai 2022, le confinement arrête, on déconfine. Et là, aux États-Unis, les compagnies assez traditionnelles comme les banques, Goldman Sachs, vont dire, bon, pandémie terminée, on ramène tout le monde 5 jours semaine. C'était vraiment pas connaître l'engouement pour le télétravail. Et ça menait à la grande démission. Hein, aux États-Unis, 10 millions d'Américains ont quitté leur job en 10 jours. Et là a commencé une espèce de débat entre les employeurs puis les employés pour revenir au bureau. Par exemple, les employeurs vont dire, bien, vous allez être isolés à la maison. Et les employés disent, le virtuel, c'est pareil. C'est pas vrai, on en reparlera. Les employeurs vont dire, on va sauver il faut utiliser les bureaux. Les bureaux, on les paye. Et là, les employés vont dire, ben non, on va sauver la planète, on prend plus notre voiture. Ce qui est faux. Les chercheurs ont montré que quand on est en télétravail, on fait 16,1 km de plus par semaine ou par jour, je suis plus sûre. Là. Ah ouais? Pourquoi? Parce que en déplacement. Quand on est au travail, on se stationne le matin et puis on repart l'après-midi, tandis que là, on va faire des commissions, etc. Et là, bon, tout ça a été étudié. Et ce qu'on s'est rendu compte... C'est fou que ce soit la première fois que j'entends ça. Ah oui! Non, mais les chercheurs, c'est pas fou, là. Non, mais va t'en donner des études là-dessus. Moi, je disais ça, j'étais comme, ouh! Il y a des caméras dans les stationnements de centres d'achat, right? Fait qu'ils ont mesuré le nombre d'autos dans un centre d'achat un mercredi après-midi, avant la pandémie et après, pendant le télétravail. Ça n'a aucun sens. Ils sont allés dans les clubs de golf. D'habitude, les clubs de golf étaient super bookés le matin, vers 7 heures, puis le soir, puis les fins de semaine. Et là, ils appellent ça la nouvelle économie des mercredis après-midi amusants. Okay? Et donc, ils ont montré que le club de golf est booké à journée longue, 7 jours par semaine. Donc, on va utiliser du temps pour... Puis c'est correct, le but, c'est pas de dire qu'ils veulent du temps, puis j'en parle dans le livre, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais donc, vraiment, il va y avoir cet effet-là. C'est pas vrai qu'on va sauver la planète, etc. Tout ça pour dire que quand les chercheurs sont mis à étudier ça, puis le télétravail à temps plein, etc., on s'est rendu compte qu'on s'était trompé.
que c'est pas le stress au travail qui tue les gens, c'est le stress du travail. C'est la manière dont on travaille qui nous stresse, et ce, peu importe où on est, qu'on soit à la maison, au bureau ou au sommet d'une montagne à Bali. Même ceux là, les travailleurs nomades, là, ils sont stressés de la même façon. C'est la manière dont on travaille. Et c'est là que c'est devenu intéressant, puis c'est là que je dis, OK, là, ça vaut la peine d'écrire le livre pour dire, justement, à des gens comme toi, si tu te sens stressé quand tu es à la maison, c'est vraiment la meilleure façon, c'est la façon dont tu travailles. Mm-hmm. Puis, allons-y, j'imagine, dans... Comment bien travailler? J'attendais ton retour. Comment bien travailler? Moi, je vais sur une anecdote, confession personnelle. Moi, j'ai jamais été... Confession? Mais non, mais... On va au confessionnal. C'est le segment confessionnal du Sans Fil Podcast qu'on a ajouté dans les dernières 2 ans. Je pense que j'ai jamais été aussi stressé qu'en ce moment dans ma vie. Puis, ton livre m'a fait, je crois, comprendre pourquoi. Ah, vas-y donc. Parce que maintenant, avec le studio ici qui est devenu une petite business, tu sais, puis qu'il y a beaucoup de petites affaires, de petits dossiers à gérer. Puis moi, parallèlement à ça, je vais faire ce cours, là, mais tu sais, je fais de la musique, je réalise des albums. Ça, c'est beaucoup d'organisation aussi, booker le studio, trouver les musiciens, booker la violoniste, faire un arrangement, si nanana. Puis là, mettons, là, je fais 3-4 projets d'albums en même temps, tout ça. Puis là, c'est beaucoup de petits dossiers en même temps. Tu dois être fatigué. Qui demandent... Il est brûlé, ce gars-là. Je suis quand même fatigué. Puis tu sais, moi, j'haïs ça, puis les gens qui font « Ah non, mais je travaille tellement, puis je suis tellement brûlé. » Les gens vont dire ça, mais un peu en mode... On appelle ça la culture de l'affairement ou l'esprit de ruche. T'occuper. Ouais, c'est ça, l'esprit de ruche. J'adore l'esprit de ruche. Mais ils vont le dire d'une manière un peu... Ah non, mais je travaille pour tellement. Pour se vanter un peu. C'est ça, c'est comme pour se valoriser à travers exact. Ça. Ouais. Puis tu sais, pour ça, moi, quand je dis ça, j'haïs ça parce que... Ben, de un, c'est vrai, mais de deux, je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça le fun. Ouais. J'aimerais ça moins travailler. J'aimerais ça être moins stressé, avoir plus de temps pour moi. Bref. Mais, puis je me rends compte que mes journées maintenant, puis c'était pas le cas avant, c'est beaucoup de petits courriels, de répondre à des messages, de petites affaires, de monde qui m'écrivent. Puis là, toute la journée, je suis en réaction, puis je suis éparpillé entre 36 affaires pour que tout se passe en même temps. Puis là, pendant que je fais une affaire, j'essaie de répondre à l'autre. Puis là, pendant que je suis en Zoom, je réponds à un courriel. Puis là, j'ai l'impression que mon cerveau, il est tout le temps... Puis là, tu vois où est-ce que je m'en vais. Là. Il est tout le temps éparpillé en mille. Puis, en lisant sur l'attention fragmentée dans ton livre, j'ai caché quelque chose. Puis en lisant sur le multitasking, puis sur le concept d'efficacité versus productivité, j'ai comme fait, dans le fond, ma méthode que moi, je pensais que j'étais en train de gérer plein d'affaires puis que ça allait bien mes affaires, c'était peut-être pas la bonne méthode. Exactement. Puis tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt, j'aimerais ça moins travailler. Moi, je pense que tu n'as pas besoin. Tu as juste à mieux travailler. Ouais, peut-être. Puis tu vas voir, ça va être moins stressant. Fait que je t'explique vite. Quand les nouvelles technologies sont arrivées au début des années 90, vous n'étiez pas nés, messieurs, moi j'étais là. 91, quand même. OK, quand même, t'étais pas loin. Mais quand les nouvelles technologies... On s'en venait. pas vieux. On vous attendait. Ouais, pendant ce temps-là, les nouvelles technologies sont arrivées. On était sûr que ça allait nous sauver la vie. Moi, je me souviens très bien. On allait avoir la semaine de 4 jours. Ça, c'était sûr. Ça fait des années. Puis, aujourd'hui, on envoie des courriels de chez Costco le samedi matin, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Donc, que ce soit l'Internet, les courriels, la messagerie instantanée, on était sûr que ça allait nous créer ça. Et ça a été complètement l'inverse. Et pour les plus grands chercheurs qui travaillent sur ce domaine-là, l'arme de destruction massive de notre stress, qu'est-ce qui nous stresse, c'est le courriel et toutes ces nouvelles technologies-là. Pourquoi? Parce qu'elles nous ont fait switcher notre cerveau et on s'est mis à être en attention fragmentée à 100% du temps. Et pour vous parler de l'attention fragmentée, je dois démolir 2 mythes importants que je démolis dans le livre parce que c'est à cause du fait qu'on croit ces mythes-là qu'on fait toutes sortes de niaiseries. Premier mythe, on utilise seulement 10% de nos capacités. C'est faux. Puis le problème, c'est qu'on pense qu'on est bon, on n'est pas bon. On est pourri. Fait que on faut pense se sous-estimer plutôt que se surestimer. On pense qu'on utilise 10% de nos cerveaux. On utilise 110% de notre cerveau à chaque jour. Mais là, étant donné qu'on pense qu'on est bon, à la maison, c'est ça, je suis capable, puis on s'efficace. Mais c'est ça. Après ça, seulement pour qu'on est fatigué. Mais le deuxième mythe, c'est le plus important. Puis si vous vous êtes trompé, c'est correct, nous autres aussi, en tant que chercheurs. Le deuxième mythe, c'est on est capable de faire du multitâche. C'est absolument faux. Et mesdames qui m'écoutez, vous n'êtes pas meilleures que ces messieurs.
C'est plate, là, mais c'est pas plus Merci, capable. Sonia, j'ai fait écouter cette madame à blanc. Il y en a une couple qui m'en... Je l'avais dit. Donc, et si jamais vous pensez ça, c'est correct parce que les chercheurs ont pensé ça jusqu'en 2015. Pourquoi? Parce que la notion de multitâche est née avec l'ordinateur en 1960. Puis quand l'ordinateur a été créé en 1960, c'est vrai que si tu as un ordinateur avec 2 bons processeurs, tu peux demander à l'ordinateur de partir 2 tâches en même temps, puis il va les faire en même temps. Et là, on se disait, étant donné que l'humain, c'est comme un ordinateur, il est capable de faire du multitâche. On a cru ça jusqu'en 2015, quand même, même en sciences. Fait que c'est correct, là, ça, on s'est trompé. Ouais. Jusqu'à ce qu'un chercheur dise, vraiment? Tu sais, vraiment? Fait qu'il teste. Ouais. Et donc, ce qui montre, c'est un Français pour l'anecdote. Ah. C'est un Français qui a trouvé ça. Et donc, je te donne 2 tâches à faire. Ouais. Bam, tu vas être capable, tu vas les faire, mais tu vas pas comme un ordinateur. Non, je ne vais pas vraiment les faire les 2 en même temps. No. Je vais alterner. Ce que tu vas faire, c'est que ton cerveau va prendre ton attention, il va l'amener sur la tâche 1, tu vas travailler un petit bout dessus, il va ramener l'attention au milieu, tu vas ramener ton attention sur la tâche 2, tu travailles un petit bout, tu vas la ramener. Donc, tu vas constamment fragmenter ton attention entre les 2 tâches. Et ça va générer quelque chose qu'on appelle le coût d'échange cognitif. Ça prend énormément d'énergie. C'est ça. L'énergie que tu déploies à être en attention fragmentée temps plein, c'est exactement ça. Puis je te donne quelques exemples du livre de même de mémoire. Ouais. Gloria Marx qui a travaillé là-dessus, c'est écœurant tout ce qu'elle fait. À chaque 3 et 6 minutes, on arrête de faire ce qu'on fait pour aller voir si on a des notifications, etc. On envoie en moyenne 77 courriels par jour. On a 7 à 11 fenêtres d'ordinateur ouvertes en même temps. On passe 75,5 secondes par fenêtre avant de changer de fenêtre. Si on est en train de travailler sur quelque chose d'important puis qu'on entend « ding », à l'intérieur d'une période de 0,62 secondes, on va arrêter ce qu'on faisait pour aller voir c'était quoi. Puis là, l'information importante, la voici, roulement de tambour. À chaque fois que vous interrompez ce que vous faisiez pour aller faire autre chose, ça prend 23 minutes et 15 secondes pour ramener votre concentration à la tâche numéro 1, ce qu'on appelle le coût de récupération. 23 minutes. Et souvent, les gens... 15 secondes, c'est important. Et souvent, les gens sont comme non. Non, saut. Non. Oui, parce qu'elle l'a démontré plus qu'une fois. Pourquoi? Parce que le cerveau est un peu paresseux, puis il est un peu joueur. Alors, quand tu t'interfères, c'est de l'interférence. Donc, quand tu interfères avec... Tu interromps ce que tu faisais pour faire autre chose, tu risques de tomber dans ce qu'on appelle le temps caillette. Le temps caillette m'a parti un petit lavage. Tant qu'à y être, m'a porté la soupe, m'a porté pour le lunch des petits, etc. Tu tombes dans du temps qu'à y être, qui accumule du temps. Et ensuite, tu vas te rasseoir. Ça prend quand même 5 à 6 minutes à dire que je t'ai rendu où, etc. Et ça va faire une moyenne de 23 minutes et 15 secondes. On va manquer de temps. Et c'est l'attention fragmentée qui cause toutes les choses, Parce que le problème, les gens disent, OK, je m'en fous, je vais avoir de l'attention fragmentée, mais l'attention fragmentée, c'est la cause première de la surcharge mentale. On a toujours pensé que c'était la surcharge de travail. C'est l'attention fragmentée. Et la surcharge mentale, c'est le facteur prédictif de l'épuisement professionnel. On prend une petite pause de notre podcast avec Sonia Lupien pour vous parler de notre présentateur du podcast aujourd'hui, la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, comme on appelle, comme vous connaissez peut-être. Le stress au travail, on en parle avec Sonia. C'est une réalité extrêmement préoccupante pour la plupart des gens. Et il y a le Polara Strategic Insights qui ont fait une étude en 2024 qui relève que 24% des travailleurs, près du quart des travailleurs, vivent du stress au travail, soit tous les jours ou soit presque tous les jours. Donc, c'est quand même assez épeurant comme statistique, là. 24%, c'est énorme. Là. C'est effectivement épeurant, puis c'est encore pire dans l'éducation puis dans le système de la santé, apparemment, où on le sait que c'est pas déjà facile. Fait que là, une fois qu'on sait ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait, puis surtout, qui est-ce qui peut nous aider? C'est là que la CSQ entre en scène pour nous aider. Oui, exact. On pense souvent aux syndicats comme étant ceux qui organisent des manifestations ou qui font des négociations, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Les syndicats, ils jouent un rôle important en santé et sécurité au travail pour protéger la santé mentale et physique des travailleurs, et surtout dans les secteurs, comme tu parlais, les secteurs ultra stressants, éducation, santé. Comme on dit, les unions, que ça donne, mais ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne... réduire la surcharge, améliorer la qualité de vie. Ça donne des gens qui sont là pour t'aider, puis pour, dans tous les niveaux de la santé physique et mentale. Bref, on va faire maintenant un petit quiz sur... Un petit quiz CSQ.
c'est ça, là, pour déboulonner peut-être des mythes par rapport aux syndicats et à la CSQ. Donc, question numéro 1, PH. Les syndicats offrent des ressources pour gérer le stress au travail. On l'a un peu dit, mais vrai ou faux? Je crois que c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. La CSQ propose des formations, milite pour améliorer les conditions de travail, puis plus de personnel, moins de surcharge, bref, un peu plus de zen au travail. Question numéro 2. Rejoindre un syndicat aujourd'hui, ça n'apporte aucun avantage pour les jeunes travailleurs. Vrai ou faux? J'aurais tendance à dire que c'est faux. C'est effectivement faux. Tu aurais raison de dire ça. Rejoindre un syndicat comme ceux affiliés à la CSQ, c'est super avantageux. Ça protège tes droits. Ça négocie des meilleures conditions de travail. Puis ça t'offre des ressources pour la formation, la santé et la sécurité au travail, qui est très importante aussi à ne pas négliger. Question numéro 3. La CSQ soutient l'adaptation des syndicats aux nouvelles formes de travail, comme le télétravail et les emplois précaires. Vrai ou faux? Celle-là, je suis moins certain, mais j'ose croire que oui. C'est effectivement vrai. La CSQ travaille à adapter les conditions de travail face aux défis du télétravail, puis elle défend les droits des travailleurs dans les secteurs émergents et milite pour un meilleur encadrement. Les centrales de syndicats comme la CSQ sont devenues obsolètes dans le monde du travail moderne et n'ont plus d'influence. C'est faux. Oui, c'est faux. T'as raison. C'est un acteur clé pour défendre les droits des travailleurs, surtout dans le secteur public et de l'éducation. En rassemblant les efforts de ses membres, elle a une plus grande influence pour négocier des conditions de travail équitables et influencer les politiques publiques. Bref, comme tu peux voir, le CSQ a vraiment été un acteur important dans nos conditions de travail au Québec, que ce soit justement les conditions de travail, les congés de maternité, les politiques contre le harcèlement, puis plein d'autres avancées. Sans eux, ça ne serait pas arrivé. Fait qu'ils ont vraiment l'intérêt commun des travailleurs à cœur. Donc, si tu travailles dans ces secteurs-là et que tu ressens du stress au travail, rappelle-toi que la CSQ est là pour toi. Et si tu veux plus d'informations, va jeter un coup d'œil sur leur site web pour dès maintenant améliorer ta vie au travail. Merci, la CSQ. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Fait qu'à continuer comme ça, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle le travail de surface. Tu ressembles au gars dans un cirque qui fait rouler ses 9 assiettes en même temps. OK? Fait qu'il avance pas bien. Il a l'impression qu'il travaille, là. Okay? C'est impressionnant. Ben. Et donc, il va avoir... Puis le courriel... Quand on passe derrière ton ordi, on fait « Wow! » Il y a beaucoup d'onglets. Et donc, ça génère énormément. Puis c'est pour ça que les gens se demandaient pourquoi je suis si fatiguée en fin de journée. Exactement. Et souvent, il y a des gens qui veulent vraiment rester en télétravail temps plein. J'ai aucun problème, je vous le jure. Je veux juste pas que vous soyez stressés pour vos petits poules. C'est vraiment pour ça que je le fais. Et souvent, les gens vont dire « c'est pour ça, Sonia, que j'aime ça travailler à la maison. Il y a bien moins d'interférences à la maison. Au bureau, j'ai toujours Jean-Guy qui vient me parler de sa fin de semaine merveilleuse avec Marianne ou je sais pas quoi. Et j'ai beaucoup plus, moins d'interférences à la maison. » Pas vraiment. Pourquoi? Parce que comme je le montre dans le livre, il y a 2 types d'interférences. Il y a des interférences externes puis des interférences internes, des auto-interruptions. Les interférences externes, c'est le téléphone qui sonne pendant que tu es en train de faire ton rapport, Jean-Guy qui vient t'écœurer, whatever. Les interférences internes, t'arrêtes toi-même sans ping-ping pour aller prendre tes réseaux sociaux, etc., ou pour aller déranger Jean-Guy. Les gens ont raison. Il y a plus d'interférences externes au bureau, mais il y a plus d'interférences internes à la maison. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de distracteurs à la maison. C'est bien plus facile d'aller faire du shopping sur Internet. Il y a des sondages qui ont été faits, des sondages anonymes. C'est merveilleux, anonyme, les gens disent la vérité. Il n'y a même pas l'adresse IP, là. Il n'y a rien, pour voir les sources de distraction. Et souvent, quand je dis ça aux gens, les gens, ça les insulte. Puis je leur dis, c'est pas de toi que je parle. Je parle pas de toi, maison. C'est pas toi. Merci. Mais regarde les chiffres. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que le télétravail, c'est pas né avec la pandémie. Le télétravail est né dans les années 1990 à la crise du pétrole. À un moment donné, on était en chicane avec ceux qui font du pétrole, puis ils se réveillent un matin, puis ils sont fâchés. Ils disent, savez-vous quoi? On vous en vend plus. Ou si on vous en vend, on va vous le vendre à 6 fois le prix. Il y a des line-up là, pour aller prendre de l'essence. C'est fou aux États-Unis. Le gouvernement fédéral va dire, on va donner l'exemple aux gens, on va prendre nos fonctionnaires puis on va les envoyer en télétravail temps plein. Comme ça, ils ne prendront pas d'essence. Et ça a duré 10 ans. Après 10 ans, ils ont ramené tout le monde. C'est ça qu'on oublie. Ils ont ramené tout le monde parce que la productivité était à 0 puis le stress était au plafond. Mais ce qu'ils ont observé, les chercheurs qui ont étudié ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une période de lune de miel de productivité. Quand tu envoies quelqu'un en télétravail à temps plein,
pendant les 2,5 premières années, c'est drôle, c'est le temps qu'a duré la COVID, mais c'est une coïncidence. Ouais. Pendant les 2,5 premières années, ton stress diminue, ta productivité augmente. Mais après 2 ans et demi, là, ça va dropper. Pourquoi? À cause de ces distracteurs, ces interférences à la maison, etc. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si vous tripez télétravail temps plein maintenant, c'est pas long, 4 ans pour un cerveau, c'est ça. Fait que là, tu tripes, là. Mais dans 15 ans, 25, 35, pas sûr, moi. C'est long, une vie à la maison. Là, c'est long, en jogging. Oui. C'est le fun, les jogging. Là, à un moment donné, comme disait ma fille, j'aime ça avoir une destination. Je me prépare, je me maquille, je m'en vais quelque part en métro. Tu sais, je dis, il y a une espèce de motivation, tu sais, d'une approche d'aller vers quelque chose. C'est mal connaître le cerveau, de penser qu'en jogging, ça va le faire triper pendant 35 ans. Ouais. Et donc, une des choses... Qu'est-ce qui a expliqué que la productivité diminue? Il y a beaucoup de distractions à la maison. Puis comme je dis aux gens, je ne parle pas de vous, là, mais regardez les chiffres. Et si les chiffres continuent de monter, on va tous se retrouver 5 jours au bureau. C'est aussi simple que ça. Et donc, par exemple, 43 vont prendre leurs réseaux sociaux très, très souvent plutôt que de travailler. Ils vont aller sur les sites porno, c'est à peu près 35 vont faire du shopping en ligne, vont faire des jeux vidéo en même temps, qui vont faire des rencontres Teams, vont faire du ménage, vont jouer avec les chiens, etc. On n'a pas ça, tous ces distracteurs-là au bureau. Et ça va contribuer à diminuer la performance. Il y en a qui ont 2 jobs aussi, comme tu disais dans ton livre. Ah, mon Dieu! Là, ils appellent ça le job stacking. Quel livre! Empilement d'emplois. Et le gars, je ne devrais pas vous dire ça, donne des trucs sur comment faire 2 emplois. Ouais, moi, j'ai des directeurs d'entreprise qui m'en racontent de toutes les sortes, là, tu sais. Ouais, non, je le dirai pas, là, mais oui, il y en a de l'empilement d'emplois aussi, c'est sûr. La deuxième affaire, qu'à la maison, il y a plus de distractions, il y a plus de tout ça, c'est que le prix pour négocier une interférence externe est plus haut à la maison. Mettons que tu travailles avec ta partenaire de vie à la maison. Vous avez chacun votre bureau. Mettons que tu es au bureau. Tu es à ton bureau. Je suis dans mon bureau. Tu es à ton bureau à job. Okay, on va te donner 2 exemples. Ouais. Puis là, tu as Jean-Guy qui n'arrête pas de venir te déranger pendant que tu essaies d'écrire ton rapport, puis il te dérange, puis c'est la 7e fois qu'il rentre dans ton bureau. Il y a des bonnes chances qu'à la 7e fois, tu te dis, écoute, Jean-Guy, ça va, là? Là, tu arrêtes de m'achaler, là, puis là, je barre ma porte, puis tu rentres pas dans mon bureau jusqu'à temps que j'ai fini. Jean-Guy va être fâché, mais c'est Jean-Guy. Il va être correct au party de Noël. C'est Jean-Guy. Bon vieux Jean-Guy. Mettons que tu es chez vous. Si je dis ça à ma blonde, ça se peut qu'au souper, ça soit un peu rushant. Tu sais qu'elle, elle s'emmerde dans son télétravail puis qu'elle n'arrête pas de venir te déranger. Là, si tu lui dis justement, écoute, chérie, tu m'énerves, bien, ça va être silencieux à la table de dîner ce soir. Et donc, tu sais que ton potentiel de conflit familial est élevé, tu risques de te taire. Mais tu es quand même interféré. Et enfin, le plus important, celui auquel on n'avait pas pensé, il y a beaucoup plus d'indices de récupération à la maison. C'est quoi un indice de récupération? On en parlait tantôt avec le contexte hors ligne. Un indice de récupération, c'est n'importe quoi dans ton environnement qui va te rappeler de faire quelque chose. Tu peux faire un petit nœud autour de ta porte pour te rappeler de prendre ton sac de gym avant de partir. Tu vas te donner un indice de récupération. Mais ta maison est remplie d'indices de récupération. C'est juste ça. Je te donne un exemple. Ce n'est que des indices de récupération. Que tu n'as pas au bureau. Tu vas à la toilette, ça te rappelle de vider la poubelle. Exactement. Ouais. Ou tu vois la feuille, comme l'exemple que je donne, tu vois la feuille du petit sur le comptoir. Tu dis, ah, mon Dieu, il faut que je remplisse le petit formulaire pour qu'il prenne l'autobus. Ah, passe, j'ai oublié. Puis là, tu commences à le remplir. Puis ça prend le numéro d'assurance sociale. Oh, j'ai mis mon... 23 minutes et 15 secondes. Tu vois-tu? C'est ça. Parce que la première fois que tu as dit 23 minutes et 15 secondes, ça m'apparaissait comme démesuré pour comme checker ton cellulaire puis passer à un autre appel. Sauf que effectivement, si tu te lèves, tu commences à aller faire à dîner parce que tu te fais pas des lunchs le dimanche, parce que tu travailles chez vous, tu dis je vais cuisiner tous les midis. Fait que là, tu te lèves, tu vas faire ton lunch, ben t'es pas revenu avant 45 minutes en bas là, après avoir pris ton dîner puis ça rentre en moyenne de 23 minutes. Ouais. C'est fou. Puis ce qui est triste, c'est que les chercheurs ont montré quand le télétravail temps plein est arrivé, on était contents parce qu'on disait les gens vont prendre le 4 heures qu'ils gagnent dans le trafic pour aller faire du sport. Puis tout le monde le disait. C'est faux. Le sport diminue parce que les gens travaillent tellement mal à la maison qu'ils passent leur temps à récupérer. Ah, pas ça, j'ai oublié d'envoyer le courriel. Ah, il faut que je réserve la violoniste. Oh, puis là, ah, merde, j'ai oublié la violoniste. Sam. Et donc, on passe notre temps à vouloir aller faire un jogging, mais... Puis, donc, on en fait moins. Fait que oui, on est fatigué quand on est à la maison, puis c'est pas vrai qu'on est vraiment protégé de ça. Est-ce que il y a quelqu'un qui nous écoute, qui dit moi, ou même pas que moi, je vais parler de moi, je vais poser la question en mon propre nom. Moi, je fais du télétravail, tu sais, j'habite à Québec, il faut que je gère ici.
Je gère pas. C'est pas tout mon jus cognitif qui va dans gérer ici, mais il faut quand même que je le fasse. Y a-tu, pour les gens comme moi qui sont dans cette situation-là, qui vont pas retourner au travail à temps plein, c'est quoi les façons de minimiser les méfaits du télétravail? Donner un break à ton cerveau. Puis là, je vais te montrer qu'est-ce que les chercheurs proposent. Puis moi, ce que j'ai trouvé trippant à faire ce travail-là pour le livre, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'organisation du travail que les chercheurs proposent de réorganiser la manière dont on travaille en fonction de la façon dont notre cerveau fonctionne plutôt que n'importe quoi qu'on leur dit. Essai-erreur. Voilà. C'est ou des modes, là, tu sais, comme les espaces ouverts. Vous me poserez une question sur l'histoire des espaces ouverts. On avait bien ri. Mais tu sais, c'est la première fois. Fait que revenons à la base. Vraiment, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu es en attention fragmentée, tu augmentes tes hormones de stress dont on a tellement parlé dans le premier. Puis là, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait des hormones de stress, vous retournerez voir l'épisode numéro 1. Mais c'est pas une bonne idée, mettons. OK? Fait que ça, c'est beau. Et donc, ça stresse. Étant donné qu'on est rendu 8 heures par jour, 16 jours par semaine, puis ça, c'est ça à compter quand on arrive à la maison avec le petit plat hockey, blablabla, OK? Bien là, le cerveau est saturé, là, OK? Et donc, surcharge mentale, puis là... Et les chercheurs avaient prédit une augmentation de l'épuisement professionnel. Puis ce qu'on aime, c'est qu'en France, ils ont déconfiné avant nous, puis on les a vus arriver avant nous avec une augmentation de l'épuisement professionnel. Donc, possibilité que ça arrive. Fait que là, les chercheurs sont là. Ils disent, OK, on le sait, là, ce qui crée la surcharge mentale, c'est l'attention fragmentée. Donc... c'est quoi l'inverse de l'attention fragmentée? Ça peut aider, n'est-ce pas? Et on s'est rendu compte que l'inverse de l'attention fragmentée, c'est ce qu'on appelle l'engagement cognitif. D'autres appellent ça le flow, mais ce n'est pas vraiment un flow. C'est l'engagement cognitif, ou si vous préférez, le travail en profondeur. C'est quoi le travail en profondeur? Le deep work. Le deep work. Qu'on entend. C'est de faire une seule chose à la fois sans aucune interruption. Et je répète, sans aucune interruption. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que les chercheurs, c'est pas juste une mode, là. L'idée, c'était de déstresser le monde, right? Et ce qu'ils ont montré, c'est que quand les gens travaillent en profondeur, les hormones de stress diminuent. Ce qui est bizarre, parce qu'on pourrait travailler en déstressant. C'est pour ça que je te disais, change la manière dont tu travailles au lieu de travailler moins. Et là, on s'est dit, comment ça peut faire pour diminuer le stress? Je travaille, mais ça me déstresse finalement. Et c'est quoi le mécanisme? Puis jusqu'au jour où des chercheurs disent, bien, parce que la job première d'un cerveau humain, c'est d'apprendre, d'accord? Mais pour avoir l'impression qu'il apprend, il faut qu'il ait le sentiment de progrès. Tout est là. Et quand tu es en attention fragmentée, tu n'as pas l'impression de progresser. Hein? Les gens vont dire, je descends à pile, elle remonte, je descends à pile, elle remonte. Tu as toujours l'impression d'être un hamster dans un... Tandis que, rappelez-vous, quand vous faisiez vos travaux de session au cégep, à l'université, peu importe, tu sais, là, tu commences à écrire ton intro, puis là, tu te relis, tu trouves ça bon. Tu sais, le sentiment de progresser que tu as, ça, ton cerveau est comme... Et là, il va se calmer le pompon. Le problème, c'est qu'on ne fait plus de travail en profondeur. Et vous, les garçons, encore moins que moi. Parce que vous êtes nés avec les réseaux sociaux, vous êtes nés avec les technologies, les nouvelles technos qui sont des machines à attention fragmentée. Ça va être encore plus difficile peut-être pour vous de retrouver cet état-là. Mais encore là, les gens de mon âge, on en fait presque plus. Aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils ont travaillé quand ils ont répondu à 467 courriels dans leur journée. Et comme le dit Cal Newport, le papa du Deep Work, ou de Gloria Marx, la maman de l'attention fragmentée, quand vous envoyez un courriel, vous ne travaillez pas. Vous parlez du travail. Et c'est pas la même chose. Et ne vous fâchez pas si je dis ça. Et ils ont tous des grands argumentaires. C'est vrai, tu parles pas, tu travailles pas, tu parles de la réunion pour parler du travail que peut-être qu'un jour on va faire quand on va avoir 2 minutes entre deux rendez-vous. Tu comprends? Mais là, tu commences à travailler, puis là, tu es interféré. Puis, je sais pas si vous êtes déjà rendu compte. Mettons, tu dis, OK, là, j'écris le plan de développement pour notre prochain, là, de balado, whatever. Là, tu pars. Ping! Tu te fais interférer. On en avait parlé dans le premier balado. Là, rendu à 4e interférence, qu'est-ce qui va arriver? Colère spontanée. Parce que là, tu vas dire, hey! Puis là, évidemment, tu vas avoir tous les effets qui viennent avec. Et c'est ça que les chercheurs proposent maintenant. Ils ont dit, OK, c'est ça la différence entre efficacité et productivité. En efficacité, tu es toujours en attention fragmentée. Tu fais plein d'affaires en même temps. Tes hormones de stress augmentent. Tu avances un petit peu, mais pas bien. Les chercheurs disent pas d'éliminer ça. On va toujours être en attention fragmentée, mais mettons pas comme on en fait là. OK? Le travail en profondeur, tu fais une seule chose à la fois. Tu es en engagement cognitif. Tu donnes à ton cerveau ce qu'il veut, qui est le sentiment de progresser sur quelque chose. Et là, tes hormones de stress vont diminuer.
Puis avant de vous dire ce que les chercheurs proposent comme solution d'hybride, parce qu'il y a un hybride structuré qu'on appelle plus intelligent que l'aléatoire, il y a quelque chose de bien important, puis je pense que je vais faire ma prochaine chronique là-dessus à Radio-Can, de bien important que je me rends compte que les gens ne comprennent pas. Quand je vais sur les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde parle moi, je vais souvent sur les réseaux sociaux, TikTok, pour voir ce que les jeunes vivent, right? Et là, la grosse affaire, tout le monde parle de prendre soin de son corps. Ouais. Fait qu'on se fait un jus vert, un jus orange, un jus jaune, du citron, du curcuma, du keto, du breading, et personne prend soin de son cerveau. Et en général, les gens pensent que le cerveau, c'est pas comme le corps. Le cerveau, on peut tout y demander et le corps, il faut en prendre soin. Je vous rappellerai, chers auditeurs, qu'il y a un coût entre les deux. Et donc, c'est la même affaire. C'est la même chose. Ouais. Et ce que je dis souvent pour que les gens comprennent, c'est ça, je me disais, je vais faire une chronique sur prendre soin de son cerveau comme on prend soin de son corps. Je vous donne juste un exemple que je voulais soulever là-dedans. Quand vous demandez à votre cerveau d'être en attention fragmentée, tiens, je vais te parler à toi, à tous les jours, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est l'équivalent de si je te disais, OK, prends tes espadrilles, puis va courir en forêt 127 km. Il y a des bonnes chances que tu me dises, hey, wow, ça là, après 10-15 km, on va m'asseoir à terre, vas-y, t'es folle, pas du tout. Peut-être 20. OK, 20, parfait. Peu importe. OK, mais il y a des bonnes chances que tu me dises, wow, arrête, OK? Pas 140. Pour avoir personnellement essayé 125 à 60, c'est terminé. Exact. Donc, tu vas même pas essayer. Tu vas dire, non, ça va, là, je vais protéger mon corps, Sonia, là, tu m'en demandes trop. Ouais. Ben, d'abord, pourquoi tu fais de l'attention fragmentée à chaque jour? Parce que si tu es en attention fragmentée 8 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est l'équivalent. C'est vraiment l'équivalent de si tu demandais à ton corps de faire 127 km par jour. Il va essayer ton cerveau. Sauf qu'à un moment donné, il ne sera plus capable, va se mettre à off. Et c'est le sentiment de surcharge mentale. Et souvent, les gens disent, comment je le sais, il faut que je suis en surcharge mentale? Puis tu me diras si ça résonne un peu en toi. Ça me tente plus. Ça commence à plus me tenter. Ce qui m'enthousiasmait avant, c'est sûr qu'avec le temps, ce qui nous enthousiasmait peut diminuer. Mais à un moment donné, ce qui t'enthousiasmait, on ne change pas tant que ça dans la vie, là. Ouais. Donc, ce qui t'enthousiasmait devient un poids. Ouais. Et là, tu dis, OK, là, c'est mon cerveau, comme mon corps. Tu commenceras à avoir des crampes, des acides lactiques, etc. Ton corps t'enverrait des messages. Ton cerveau, il t'en envoie plein. Sauf qu'on ne l'entend pas parce qu'on pense qu'on a un cerveau surhumain, parce qu'on pense qu'on utilise seulement 10 de nos capacités. J'en reviens pas de ce que j'entends là. Avoue que c'est tellement... Ça ouvre les yeux sur les affaires. C'est fou. C'est fou. Tu sais, moi, je m'entraîne beaucoup dans la vie. Je fais du triathlon maintenant. Une des choses que j'ai mis l'avant le plus dans mon entraînement, c'est la récupération. C'est de maximiser ma récupération physique. Fait que c'est des jours où est-ce que je fais juste un des 3 sports à très basse intensité pour faire circuler le sang un petit peu, mais récupérer. Versus des jours où est-ce que j'ai des grosses journées d'entraînement où est-ce que là, je m'assure de bien manger, bien dormir la veille, de bien me préparer. Puis les journées de récupération, c'est ça qui fait que le lendemain, j'ai hâte de recommencer puis ça me tente de retourner. Puis, on le fait pas pour notre cerveau. On le fait non. Zéro. Ouais. Puis tes journées de récupération, l'équivalent, c'est ton travail en profondeur. Exact. J'aurais jamais pu écrire ce livre-là avec la job de fou que j'ai. Ouais. Jamais. C'est-tu quand même le travail que là-dedans, ça n'a aucun sens. Ouais. Jamais. Si, à chaque été, parce que j'ai une job de fou. Donc, à chaque été, je pars 3 mois, pas de courriel, pas rien. Essayez même pas de me retrouver. Je suis sur une île déserte en plein milieu du Pacifique. Merci, bonsoir. Et je ne fais que ça. Des fois, je marche puis je me parle tout seul de toutes sortes d'affaires, là, puis je vais à la plage, etc. Mais je ne fais que ça. Et c'est la seule façon d'être capable de produire ce genre de choses-là. Ouais. Et tout le monde le sait. Et la Terre n'a pas arrêté de tourner. Non. Mon labo n'a pas fermé. Et tantôt, quand je vais vous parler d'hybrides structurés que les chercheurs proposent, ils ont fait des tests avec des compagnies, des entreprises. Ceux qui embarquent beaucoup dans le hybride structuré, ce sont les Australiens et les Américains. Personne n'a fait faillite. Fait que c'est un très, très bel exemple. On demande à notre cerveau des choses il n'est plus capable, il est saturé, on taboute, là. Et là, je vous parle à des jeunes comme vous, puis je suis bien contente. Puis ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes né avec les réseaux sociaux, c'est difficile pour vous de faire du travail en profondeur. Commencez pas une journée pleine, vous allez m'haïr, là, c'est pas de même que ça va fonctionner. Mais essayez aussi d'utiliser les pauses quand vous êtes en télétravail. Écrivez-vous ce qu'on appelle des espaces de travail, des pauses liminales, okay? Des pauses de temps liminales. Liminal, c'est un espace où il se passe un temps où il ne se passe pas grand-chose. Je te donne un exemple. Souvent, mettons que tu es en télétravail. Puis là, tu finis quelque chose, tu dis « je vais prendre une pause ».
il y a des bonnes chances, peut-être pas toi, mais que les gens qui nous écoutent, que pendant leur pause, ils rentrent sur les réseaux sociaux. Mais mauvaise idée. Ça m'arrive aussi. Parce que c'est quoi un réseau social? Si tu vas sur TikTok puis tu regardes des vidéos, une vidéo de chat, je suis assis au curcuma, blablabla, c'est toute de l'attention fragmentée. Tatatam, 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 tatatam. Puis là, tu fais ça, papa. Là, essaye de voir ton cerveau. C'est comme si pendant ta pause physique, tu allais faire un jogging. C'est exactement la même chose. Exactement. Là, tu vas dire, ben non, ça ne peut pas faire ça. Ben c'est ça que tu fais. Et là, tu recommences à travailler, tu es crevé. Fait que faisant des pauses de réseaux sociaux, c'est parfait, mais fais aussi des pauses liminales, c'est-à-dire des pauses en profondeur. Ça veut dire quoi? Tu ne fais qu'une seule chose sans être interrompu. Moi, j'écoute un épisode de ma télésérie parce que mon cerveau va faire juste une affaire. Ma fille tricote. Tu peux aller faire du vélo. N'importe quoi. Toute ton attention va être sur une seule chose, au moins une fois par jour. Si tu dis, je me prends 3 pauses, commence comme ça. Et ce qui est fascinant, c'est que dans le temps, on disait, le trafic, ça stresse, le trafic, ça stresse. Bien, pas tant que ça. Les chercheurs ont montré, encore une fois, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le trafic, il y en a qui stressent quand ils partent toujours à la dernière minute. C'est leur faute. C'est vraiment que c'est ça. Si tu pars toujours 20 minutes puis c'est écrit 1 heure sur ton GPS, tu as un problème. Okay? C'est pas le trafic, c'est toi. D'abord, on va s'assumer. Mais mettons là, que tu es pris dans le trafic. Bien, quand tu es pris dans le trafic, mettons, moi, j'ai fini ma journée puis je suis en attention fragmentée. Je suis pris dans le trafic. Je ne peux pas être en attention fragmentée parce que je vais avoir un ticket ou quelque chose. Je suis obligée de regarder la route. Puis là, c'est une mémoire procédurale, je sais où je m'en vais, c'est assez facile. Puis j'écoute la radio. Fait que mon cerveau est en pause. Je suis en moment de profondeur et il y a des études qui montrent que ça déstresse. Encore une fois, il va falloir que je réécoute le podcast qu'on est en train d'enregistrer. Tu sais, moi, le dimanche, c'est la journée football. Le dimanche, j'écoute le football, la NFL. Puis je me dis, c'est ma journée de relaxation. Je travaille pas, je suis en vacances, c'est le dimanche. Sauf que je regarde le football, j'ai mon cellulaire dans ma main, puis je scroll Instagram ou TikTok quand il y a une publicité pour pas trop me concentrer sur la publicité. Puis là, je retourne là, puis là, je retourne sur le football, puis je retourne là. Puis j'imagine que c'est pas ça un repos pour le cerveau. Non. Puis ça peut expliquer pourquoi je ressors de mes fins de semaine en faisant Chris. On dirait que j'ai pas pris de fin de semaine. On dirait que la fin de semaine m'a glissé entre les doigts, puis que je suis aussi mentalement épuisé qu'avant. Oui. Puis c'est sûrement la raison pour laquelle, quand, mettons, justement, je vais courir en montagne, puis que j'ai une affaire à penser, puis c'est où est-ce que je mets mes pieds pour pas tomber sur des racines, que quand je reviens de ça, puis évidemment, pas de cellulaire, pas rien, quand je reviens de ces moments-là, c'est les moments où est-ce que je suis le plus reposé, même si je viens de courir pendant 3h30 dans la forêt. Là. Puis tu sais, mon propos, c'est pas de... Je parlais à mes enfants, c'est pas de les rendre coupables avec les réseaux sociaux. Les adultes, ils l'utilisent autant. C'est que c'est une habitude. On le fait sans même s'en rendre compte. Et dis-toi bien une chose, ton cerveau préfère de loin être en travail de surface qu'en travail de profondeur. C'est comme ça qu'il va fonctionner. Et les algorithmes sont parce que Gloria Marx, lisez le film qui s'appelle Attention Span, je pense, de Gloria Marx, et elle le dit, la différence entre toi et ton réseau social, c'est que toi, ton attention se fatigue, pas l'algorithme. Fait que lui, il est jamais fatigué. Fait que plus tu es fatigué, plus tu es en attention fragmentée, plus tu vas tomber dans un rabbit hole. Pourquoi? Parce que c'est facile pour ton cerveau. C'est beaucoup plus facile que de rien faire. C'est dur, rien faire. C'est ce qu'on appelle, ou de te concentrer sur une seule affaire. Et pourtant, puis comme je dis aux gens, je vais vous montrer comment faire du hybride tantôt. Commencez pas par une journée, vous allez m'haïr, vous n'aimez pas penser. Ça, je peux te le jurer. Sauf que quand tu commences à le faire, puis commencer 30 minutes par jour, 2 jours semaine, on va commencer slow, à la fin, sur une petite échelle, tu dis à quel point j'étais stressée ou pas avant puis après, puis fais juste commencer ça. Maintenant, tu risques de commencer, mettons, je te parle à toi, tu risques de commencer, puis là, tu dis, mon Dieu Seigneur, non, c'est... Ben, laisse-moi te dire une affaire. Moi, je parlais à des banquiers. C'est important, des banquiers, là. C'est ton argent là, qui s'occupe, là. Et là, monsieur le banquier dit, écoutez, Madame Lupien, la seule idée, une demi-journée par semaine, de ne recevoir aucun courriel, aucune rencontre Teams, et je peux faire les analyses financières nécessaires au bon fonctionnement de ma banque, c'est jouissif. Je peux pas concevoir que j'aurais le droit. On le voit, là, il y a faim de ça, là, OK? Là, il y a faim. Mais il dit, Madame Lupien, qu'est-ce qui va arriver si je ferme mon serveur pour pas recevoir de courriel? On en reparlera tantôt. Pour pouvoir faire le travail en profondeur, il va arriver des choses. Bien, j'ai dit, essayez-le. Puis j'ai dit, savez-vous quoi?
sur le courriel, il y a un retour twing qu'on peut envoyer en disant « Je suis en travail en profondeur de 9h à midi. Je travaille sur vos projets. Mais si vous avez une question urgente, contactez ma secrétaire Rita ou tu sais, whatever. » Et donc, on a toujours l'impression que la Terre va arrêter de tourner. Mais non, la Terre n'arrête pas de tourner. Et toutes les entreprises qui ont mis en place des façons de travailler comme ça, aucune n'a fait faillite. Et la retention d'employés est de loin plus élevée. Mais c'est dur de mettre ses limites quand tout le monde est toujours en attention fragmentée puis qu'ils attendent ça de toi puis qu'ils reçoivent des messages. Puis là, tu sais, justement, tu sais que tu as réussi à prendre 2 étés à dire « Écrivez-moi pas, je vous répondrai pas ». Ça m'impressionne. Je suis comme, tu sais, faut quand même être capable de mettre ses limites puis de dire non, moi c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y en a qui doivent s'essayer. Puis non, moi c'est vraiment urgent. Puis moi c'est important, il faut que j'y parle, nanana. Puis c'est comme non. Oui. Et je vais donner un exemple. Je donne l'exemple dans le livre. Je ne sais plus si je l'ai parlé ou pas. J'ai un retour sur mes courriels. Je suis en retraite d'écriture jusqu'à fin août. Merci, bonsoir. Ciao. La vie va rester. La vie va tourner. Demain, je meurs d'un accident d'auto. Tout roule. Ça va bien aller, là. Il n'y a juste plus de livres sur le stress pour un petit bout. OK? Ça va être triste, ça. Il y avait quelqu'un avec qui je collaborais sur un livre. J'avais déjà corrigé le chapitre, mais cette personne-là voulait une autre correction. C'était bien important pour elle. Puis l'affaire, c'est qu'on a perdu l'esprit communautaire. C'est important pour moi, c'est important pour toi. Puis là, tu reçois des courriels avec des points d'exclamation puis des « Hey, wow! » Vous ne pouvez pas haïr le courriel autant que j'haïs le courriel. OK? C'est pas compliqué, là. Et elle va courriel avec point d'exclamation. 3 petits points. J'en ai. Moi, j'ai 250 courriels par jour. Toutes les formules passives-agressives possibles. Puis un courriel, là, c'est rien d'autre. L'équivalent d'un courriel pour la vraie vie, tu sais quoi? C'est que tu te promènes sur la rue et il y a plein de gens qui ne te connaissent pas, qui t'arrêtent, qui tirent par la manche pour dire « Je veux ça, je veux ça, je veux ça », puis il faut que tu leur donnes. Ouais. C'est ça, un courriel. C'est des gens qui te demandent quelque chose, mais que tu ne connais pas. Ben, je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Là. Et donc, bref, cette personne-là... Excuse-moi, je te coupe, mais j'allais juste dire, pourtant, c'est quand même très rapide sur le courriel. Oui, parce que je le prends à certains moments de la journée, puis après ça, ben, c'est terminé. Oui, exact. Okay, c'est ça. Oui. Tu prends les moments, tu dis qu'il est là, en telle heure, le premier courriel. L'autre chose que je fais, je suis désolée si je ne vous ai pas répondu, je filtre. J'ai des règles. Les premiers à qui je réponds, c'est les étudiants, parce que moi, je suis prof universitaire puis je suis là pour eux autres. Ensuite, les deuxièmes, c'est ceux que j'aime bien. Je vous aime bien, les garçons. Okay? Ah ben, c'est gentil. Puis je vous connais. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau nécessairement. Et j'ai écrit aussi un retour, si vous voulez, des conférences, vous appelez telle personne, si vous voulez. Puis bon, à ce moment-là, vous allez trouver votre chemin et ça va fonctionner. Puis il y en a plein. J'ai eu plein que des fois, je fais selector delete aussi parce qu'il y en a trop de toute façon. Mais là, je me suis... Ferme les yeux, delete all, that's it. Oui, là, je me souviens plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est pas grave. On parlait de quoi? Excuse-moi, t'étais en deep work puis je t'ai coupé ton temps. Non, mais... le deep work? En tout cas, on revisitera c'était quoi, là, mais... C'était le banquier qui s'imaginait pas... Mettre sur pause. Oui, c'est ça. Fait qui avait mis un retour. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Être dans la rue, recevoir des courriels, c'est comme avoir... ça, c'était la tangente des courriels. Ça, c'était pendant la tangente des courriels. On a oublié avant la tangente. Nous autres, on parle toujours. De toute façon, lisez-les, vous le saurez. Exact. Je ne sais plus, Mais c'est parce que tu disais, en fait, Dom, que c'était tout le temps... c'est dur de mettre ses limites quand tout le monde est en attention. Quand on attend toujours de toi que tu répondes. L'autre jour, j'ai texté Marc Fitt, qui est un ami du podcast. Puis j'ai reçu un retour qui disait « En ce moment, je suis dans une période de deep work, je vous réponds plus tard. » J'espère qu'il C'était la première fois que j'ai vu ça. Genre. Puis là, je me suis dit « ça me surprenait pas venant de lui, parce que c'est un bon crinqué de ces affaires-là. Là. Lui, il fait des séances de travail extrêmement deep, là, j'imagine. C'est ça. Puis tu lui demandes comment il se sent. Je viens de me rappeler ce que je voulais vous dire. On parlait des courriels, des gens qui t'arrêtent, etc. Fait que j'étais en écriture, j'avais mis, rappelez-moi pas, avant fin août. Et les gens qui voulaient absolument, une personne en particulier me recontacte par Messenger. Mais là, Sonia, Nana, j'ai vraiment, vraiment besoin de ça. Tu veux pas voir la réponse que j'ai envoyée. Ça, je trouve ça insultant. Puis un jour, j'espère, puis j'en parle dans le livre, on va devoir développer une étiquette de la communication par courriel, etc. C'est pas parce que tu peux me rejoindre par Instagram ou par je sais pas quoi que tu peux tout le temps me harceler comme ça, etc. Il y a une étiquette. C'est la même étiquette qu'on ferait dans la rue. Tu me courrais pas après. Là, si on se connaît, des bonnes chances, je m'arrête. Mais si je te connais pas ou si je te connais peu. Et donc, ça aussi, il va falloir qu'on arrête ça. Nous, ici, au studio, nos employés sont tellement dévoués et gentils de leur temps. Puis, tu sais, comme quasiment trop, dans le sens où on veut pas abuser d'eux, mais ils sont tellement impliqués dans le truc. Mais au début, on passait par Messenger parce que c'était vraiment facile de faire un groupe tout le monde ensemble.
Parce que là, tu rejoins tout le monde est là, puis là, tout le monde peut s'écrire. Sauf que là, moi, mettons, je suis chez nous, puis là, j'avais... ça donnait qu'à ce moment-là, je travaillais sur le studio, puis là, j'avais une idée, puis là, il est 9h30 du soir, puis là, j'écrivais dans le groupe Messenger, puis là, je me disais... Pour pas oublier ton idée, Pour pas oublier mon idée, parce que le lendemain matin... Te répondre. Sauf que là, je me dis, eux autres, ils voient ça dans leur application. Ça n'a pas de sens. Fait que finalement... Même si tu dis, hey, pas obligé de me répondre là, mais tu sais, tu écris ça demain, tu l'as vu quand même. Ouais, il est trop tard. Tu l'as déposé dans sa tête. Exact, c'est ça. À chaque fois que tu envoies un message, tu le déposes dans sa tête avec toute sa table déjà pleine. C'est fou, ça, ce que tu viens de dire là. Quand tu envoies un message, de pas juste penser à toi qui l'envoie, mais de penser que quelqu'un le reçoit. Puis d'avoir ça en tête quand tu envoies les messages, c'est vrai. Puis juste pour finir, ce que je disais, c'est que nous, on a fait... Ah non, c'est dit ça n'a pas de bon sens parce que... ils mettront pas l'application sous silence juste parce que nous, on est des débiles. Ouais, puis qu'en plus... Ben non, ils reçoivent d'autres messages de leurs amis. Fait on est allé sur Slack, puis on a dit Slack, il n'y a personne qui écrit, il y a personne qui ouvre Slack. Le soir. Pas les heures d'ouverture. Tu reçois pas de notification après 5 heures, pas avant 9 ça. heures. Fait que même si j'ai écrit pour pas oublier mon idée, ben il va le voir le lendemain matin. C'est ça, exact. Mais pour revenir à ça, par exemple, une chercheure comme Gloria Marks qui travaille sur l'attention fragmentée, Slack et le courriel, c'est des armes de destruction massive. Et là, je pars sur ma partie de destruction massive parce que c'est vrai. Quand le courriel est arrivé, les gens disaient, ça y est, ça a sauvé notre vie. Et avant, le monsieur se promenait avec son petit chariot puis il donnait le courrier. Ça finissait plus. Tu envoyais une lettre, tu recevais 6 jours plus tard, mais tu avais un break pendant 6 jours. Mais en tout cas... Et ils se sont rendus compte qu'une grosse partie de l'attention fragmentée des gens, c'est le courriel. C'est l'arme de destruction massive. Pas juste parce qu'on ne travaille pas puis on parle du travail, à cause de la nature asynchrone du courriel. C'est fou l'énergie mentale que vous perdez, qu'on perd dans le courriel. Pourquoi? Parce que asynchrone, ça veut dire décalé dans le temps. Donc, envoyer un courriel, communiquer par courriel, c'est comme jouer au tennis à quelqu'un qui n'est pas l'autre bord du filet. Fait que mettons qu'on joue au tennis, toi puis moi. Fait que là, je prends une balle, je te l'envoie. Boum, 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 boum. Puis là, elle tombe de ton bord. Là, j'attends un peu. Puis là, je la renvoie. Là, t'es pas là. Je m'en vais. Là, toi, t'arrives plus tard. Tu prends la balle. Pas fini. Attends une minute. Tu prends la balle. Tu dis, c'est la balle de qui? Check bien l'énergie. Sonia. OK. Qu'est-ce qu'elle disait, Sonia? C'est de l'énergie, ça, là. Ah oui, c'était le dossier 2214, etc. Fait que tu prends la balle. Tu m'en renvoies. Poum, 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 poum. Là, t'attends. Pas là, moi j'arrive. Tu vois-tu l'énergie mentale de tout le temps se remettre dedans? Mais c'est complètement fou, là. Essaye de voir, mettons, tu prends 50 courriels en ligne. Tout ce que tu as roulé. Quand tu vas écrire un courriel, là, écris c'était sur quoi. Puis regarde ta liste après, demande-toi pourquoi tu es fatigué rendu le soir. Tu as passé de violoncelliste à studio. Écoute, à un moment donné, le cerveau, il est comme, hey, wow! Tu sais, vraiment. Et donc, souvent, les gens disent, OK, mais tu proposes quoi? Ce que les chercheurs proposent, c'est d'utiliser une méthode synchrone. Et la meilleure méthode synchrone, ça s'appelle un téléphone. Un vrai téléphone. Quand on s'appelle, il y a quelqu'un de chaque bord du terrain de tennis. Et moi, ce que j'aime, j'appelle maintenant, j'envoie plus de courriel là, quand je peux. Et quand j'appelle, les gens répondent parce qu'ils sont tellement pas habitués d'avoir un appel. Ils répondent. Avant, ils répondaient pas, ils étaient occupés. Et là, ils répondent, puis je raconte que j'appelle ma collègue Marie-France pour un problème qu'il faut régler. Puis elle me dit, pourquoi tu m'envoies pas un courriel? Je dis, parce que Marie, on va régler ça en 12 minutes au lieu de 73 courriels. Check bien ça. Point. Puis là, on s'échange. La balle, elle tourne. 12 minutes, terminé. Merci, bonsoir, on n'en parle plus. Sais-tu combien de courriels je me suis sauvé? Infini. Et d'énergie comme... OK, c'est le dossier. Ben, c'est là, c'est cette énergie-là. Faites juste toujours vous demander, sur une échelle de 1 à 10, combien d'énergie j'ai pris pour chaque tâche que j'ai faite. Combien de fois, si vous ne me croyez pas, là, combien de fois je me suis interférée, combien j'ai été interférée, puis comment je me sens à la fin de la journée. Puis tu vas te rendre compte que c'est vraiment ton attention fragmentée qui fait mal. Ça fait mal. Moi, c'est ça, le nombre de journées que je suis ressorti, puis que, mettons, ma blonde me fait, puis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis comme... Ben, plein d'affaires, mais rien en même temps. J'ai comme l'impression d'avoir pas arrêté, couru partout, de toutes mes boîtes de messagerie différentes, que j'ai tout le temps descendu ça, puis qu'à la fin de la journée, c'est comme qu'est-ce que tu as accompli. Puis à l'inverse, si tu avais fait une grosse séance de brainstorming pour partir à un autre projet de balado interstellaire, culturel, whatever, tu serais arrivé chez vous, tu aurais dit à ta blonde, « Hey, écoute, c'est tellement cool ce qu'on a fait. » Puis tu aurais tout raconté. Ouais, ben oui. C'est ça, tu sais, puis inversement, mettons on prend encore ma double vie musique, là, ce côté-là, tu sais, une journée
que je suis en studio avec une gang, puis qu'on est focus, puis qu'au début, il n'y avait pas de tune, puis à la fin, on a enregistré une tune, puis qu'elle existe, puis qu'on peut l'écouter, puis là, c'est comme on a créé quelque chose aujourd'hui. Puis ça, tu peux pas le faire en étant dérangé tout le temps. Il faut être complètement focus. C'est en travail en profondeur. Et ce que les chercheurs disent, moi, je m'en fous, je vais être à la retraite. Vous, vos enfants, vous et vous, les jeunes, vous allez être là. Ce que les chercheurs disent, c'est que là, on aime ça travailler en travail de surface. C'est plus facile pour le cerveau. On envoie nos 200 courriels, puis c'est réglé, on a travaillé. Right? Puis on fait d'autres choses. Mais tu sais, on le fait à moitié tout le temps. Puis là, exactement comme tu le soulignes. Ce que les chercheurs disent, dans ton cas, ils ne peuvent pas jouer de la musique à ta place, mais ce que les chercheurs disent, c'est que dans d'autres types d'emplois où il y a trop de travail de surface puis qu'il manque d'employés, il y a déjà des compagnies qui sont en train de développer des robots ou de l'intelligence artificielle pour faire du travail de surface. Organiser une cédule de travail, un ordinateur est capable de faire ça. Et donc, les emplois du futur seront pour les personnes qui vont faire du travail en profondeur parce que l'innovation commence à diminuer. Là. On le voit, là, il y a de moins en moins d'innovation. C'est vrai, si tu regardes, là, depuis les 300 dernières années, on a fait ça, puis là, on a un effet plateau. Parce que, justement, il n'y a plus de travail en profondeur. Il y a beaucoup moins d'innovation qu'il y en avait. Donc, le travail du futur, c'est pour ceux qui vont être capables de penser en profondeur. Ce que ça fait aussi, on dirait, de rester en surface, c'est que ça... Moi, ça m'étourdit. Le feeling que j'ai, c'est que je cours après quelque chose. Oui. Puis ce feeling-là dure des jours et des jours et des jours. Bien, c'est parce que tu le fais des jours et des jours et des jours. Oui. Je me rappelle, j'ai eu une illumination à amener d'Homme quand on s'était rencontrés. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on faisait dans le boudoir, dans l'autre studio. Puis je suis arrivé assis. Puis là, tu m'as dit, puis quoi de ça? Puis là, j'ai fait, hey man, ça dérougit pas. Puis là, tu m'as dit, genre, qu'est-ce qui dérougit pas? Puis là, j'ai comme fait, je le sais pas. Man. Je sais pas, c'est quoi? Je suis fatigué. Je cours après quelque chose, puis je sais même pas après quoi je cours. J'ai l'air, genre, je suis brûlé. Puis ça, je comprends pas. Des fois, on est tellement habitué d'être comme en mode faut que je check mes affaires. Que, en mode efficacité. Que là, des fois, je suis chez nous à juste faire le tour de mes boîtes, telle boîte. En attendant qu'il y ait quelque chose qui rentre, juste comme un chien qui court après sa queue. Non, mais tu sais, vraiment rien faire, mais en même temps, se donner l'impression qu'on travaille. Puis être stressé. Puis être stressé. Puis au final, c'est ça, c'est parce que c'est un prétexte qu'on se donne de ne pas aller dans le vrai travail. Je vais dire une finalement. Niaiserie, là, parce que je sais pas c'est quoi qui fait triper des gars de ton âge. Ouais. Là. Ouais. Mais si tu allais au magasin de hobby, là, puis tu t'achetais un avion à coller, là, puis tu faisais, là, tu te sentirais tellement mieux le soir venu. Je me suis acheté une Switch l'an passé, vers la fin de l'année, parce que je m'étais dit, ça me prend quelque chose pour décrocher. Puis j'ai joué pendant un bout, j'ai joué dans le temps des fêtes, puis là, je l'ai rangé. Je n'aurais peut-être pas dû arranger. Je devrais ça dépend des gens. Il y en a pour d'autres. Il y en a que ça fragmente, mais il y en a que ça fragmente aussi. Ça dépend comment tu joues puis combien de temps tu joues. Il ne faut pas que tu tombes à addicted, mais oui, ça va avoir un impact. Puis revenons à ce que tu as dit. Tu sais, puis c'est l'accumulation. Non, c'est pas l'accumulation. Ce que je veux dire, c'est que si tu te sens comme ça, c'est que dans les dernières heures, c'est ça que tu as fait. Ouais. Mais étant donné que tu fais ça à tous les heures, tu te sens de même tout le temps. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant, ce que les chercheurs proposent comme mode hybride, parce qu'ils disent, on ne veut pas retourner 5 jours au bureau, c'est con. On entend, d'accord, OK? Ouais. Maintenant, ce qu'ils proposent, c'est de séparer la semaine de travail en journée efficacité, en période, OK? On commence par journée, ça va être plus simple. Vous organiserez votre agenda. On peut le diviser par période. Après, en journée efficacité, puis en journée de travail protégé, de travail en profondeur protégé. Travail en profondeur protégé, en anglais, ils appellent ça du PTOT, Protected Time Off Technology. Donc, les journées efficacité, mettons tout le monde est dans la même entreprise, vous avez un bureau à Longueuil. OK? Si c'est international, on peut faire ça d'autrement. Mettons, là. Bien, à ce moment-là, les journées efficacité, on dit c'est lundi, mardi, mercredi. Tout le monde va au bureau la même journée, là, dans le département de ressources humaines, la gang. OK? Comme ça, il n'y a personne qui est tout seul à faire des zooms avec du monde à la maison. C'est déjà, il y a de la coprésence, tout ça. Oui, okay? ce qu'on parlait tantôt. Et dans les journées efficacité, on est 100% du temps en attention fragmentée. On fait toutes les rencontres, on fait les zooms, les Slack, les rencontres formelles, les rencontres informelles. Ce sont les journées dérangez-moi, il n'y a aucun problème. Moi, je fais du structuré au labo. Quand je suis dans mes journées efficacité, je dis à mes étudiants, prends pas rendez-vous, rentre. Je suis là pour être dérangé, c'est ça. Les autres journées, c'est des journées de travail en profondeur. Maintenant, essayez de vous imaginer, messieurs, on va commencer une demi-journée. Une demi-journée par semaine, comme je disais à mon banquier.
tu n'as aucun courriel à envoyer ou à recevoir parce que ton employeur ou vous-même t'a fermé le serveur. Ils sont obligés de fermer les serveurs. Les gens sont rendus tellement addicts aux courriels qu'ils viennent fous s'ils s'en prennent pas, puis ils pourraient les prendre. Et donc, tu fermes le serveur. Tu n'as aucune rencontre Teams. Il n'y en a pas. Tu as fait tes rencontres pendant les journées d'efficacité. Tu n'as pas besoin d'en faire 74 par jour. Et tu as 3 heures pour faire l'espèce de rapport de pouit à pouit que tu voulais faire, écrire ta toune, etc. Ouais. C'est tout. Maintenant, si tu n'es pas capable de ne pas t'auto-interrompre toi-même chez vous, là, tu as un problème. Ouais. Hein, souvent, les gestionnaires disent, on va faire comment pour savoir s'ils travaillent, nos employés, si on ne peut plus les checker sur Slack puis courriel. Mais j'ai dit, ça va être bien plus facile. Tu as enlevé toutes les interférences. Puis tu lui as donné un travail à faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas capable, lui, de ne pas s'interrompre chez lui. Puis là, tu peux lui offrir des moyens de gérer ça. Mais tu sais que ça ne vient pas c'est pas tout, tu as tout enlevé, toi, tu as compris. Et donc, à ce moment-là, il y a des entreprises qui ont mis ça en place. Ils commencent, comme je te dis, c'est pas 2 jours par semaine. Il y en a qui sont rendus à 3 jours par semaine. Pas de serveur. Le serveur est fermé, etc. Et aucune n'a fait faillite. Puis la productivité augmente, puis le stress diminue. Ça m'apparaît comme une excellente idée. Est-ce qu'on peut le faire dans la même journée? Peux-tu faire une avant-midi efficacité? Puis je sais, les jeunes, là, vous aimez bien ça, YouTube. Je vais vous donner un petit truc. Le gars, le Deep Work Guy, là, c'est Cal Newport, qui est à l'Université de Georgie, je pense, qui a beaucoup... Il a écrit un très bon livre qui s'appelle Deep Work. Ça, c'est le titre en français. Vous comprenez? Comment maximiser votre travail. Il y a 100 000 façons de faire du deep work. Et donc, tu peux même t'acheter un agenda maintenant de deep work où tu vas dire, commence avec des blocs. Tu dis, moi, je fais un bloc 30 minutes, un bloc 2 heures, un bloc, tu sais, tu peux créer tes blocs comme tu veux. Ouais. Moi, je fais des mois parce que écrire un livre, tu peux pas faire ça par petits bouts, là. Faut que tu le fasses d'une shot ou pas pantoute, en tout cas, moi. Ouais. Mais tu organises tes blocs comme ça. Mais Cal Newport est rendu qu'il y a un balado, j'imagine, comme nous autres, là, les garçons, sur YouTube, où c'est vraiment bon. Moi, je ne suis pas de tripeuse de YouTube, mais je sais que votre auditoire, sûrement. Si c'est quelque chose, là, vous voulez aller voir tous les exemples qui donnent comment, pourquoi, papim, papam, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce qu'il fait. Vous devez juste écrire Cal Newport, C-A-L, Newport, sur YouTube, vous allez tomber dessus. Puis ça va vous donner toutes les variations possibles et impossibles. Puis le jeu, c'est de commencer par essai et erreur. Tu commences un petit peu, tu regardes ce que ça donne, oui, tu vas t'interférer, puis écris à la fin comment je me sens-tu bien, puis soyez honnête avec vous-même. Moi, ce que vous faites dans la vie, ça me dérange pas, mais si jamais vous allez mieux, ça pourrait être le fun aussi. Définitivement. Définitivement. Puis comment est-ce que en tant qu'employeur, on peut faciliter ça? Tu sais, nous, mettons, nos employés, ils peuvent pas vraiment... Faut qu'il y ait quelqu'un ici tout le temps, tu sais. Comment qu'on peut faciliter leur vie puis créer un milieu de travail plus efficace ou avec moins de stress? Mais tu te souviens, au début, je t'ai dit, on s'est rendu compte que c'est pas le stress au travail qui nous tue, c'est le stress du travail. Fait que peu importe où on est, c'est la même chose. Ouais. Fait que si ton employé il est ici parce qu'il faut qu'il soit ici, mais tu lui donnes mercredi matin pour Deep Work où tu ne vas pas se faire achaler par toi puis personne d'autre, c'est exactement. Qu'il soit chez eux ou ici, ça ne change rien. C'est la même chose. Ça ne change absolument rien. Bon, s'il dit je m'emmerde ici tout seul en Deep Work, ben là, tu vas essayer de trouver d'autres façons d'y donner du Deep Work quand il est chez eux puis d'utiliser les espaces communs ici pour faire de la coprésence. Tu comprends? Tu vas y aller selon les gens puis comment vous vous organisez. Ouais. Dans ton livre, il y avait un exemple là, de comment structurer les bureaux de manière... Puis, tu sais, il y avait comme 5 étapes, là, finalement. Là. Tu rentres dans l'espèce de galerie. Après ça, tu passes à... Le démonique ou je ne sais pas trop quoi. Là. Il y a des architectes qui ont commencé à travailler là-dessus. Ouais. Tu as comme 5 paliers. Puis là, l'avant-dernier palier, c'est le palier du travail en surface. Ou est-ce que là, c'est peut-être aire ouverte avec des bureaux, des ordis. Puis celui du fond... C'est le palier du deep work où est-ce que tu as des espèces de booths insonorisés où chacun peut aller se concentrer, qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Exact. Ça fait que d'avoir des espaces bureaux pensés pour ça. Tu sais, je sais qu'exemple, nous autres, des fois, Mathilde ou Romane va dans le boudoir, qui est un de nos studios, qui est comme un petit endroit cosy, qui vont là quand ils ont besoin vraiment d'être focus sur quelque chose. Fait que tu sais, d'avoir des moments comme ça. Parce que sinon, nos bureaux, finalement, sont air ouverte. Il y a des clients qui rentrent tout le temps. C'est sûr qu'il y a toujours des distractions, mais peut-être que, mettons, d'instaurer ça, ben, Mathilde, mettons, qu'on prend les exemples concrets de notre entreprise. Mathilde, tu as une tâche qui demande une concentration pendant 1 heure ou 2, ben, va dans tel local. On pourrait faire un bureau dans ton ancien bureau. Oui, on pourrait faire un bureau là, puis ça, c'est le bureau Deep Work, puis là, tu te concentres sur quelque chose. Oui. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée, puis dans le livre, je donne l'histoire des espaces ouverts, parce que ça, c'est drôle. Tu sais, quand la grosse mode, il y a des modes dans le monde du travail, je sais pas d'où ils viennent, mais il y en a. Ouais. Puis quand la grosse mode des espaces de travail ouverts est arrivée, les chercheurs
sur le stress, je me suis dit, on était dans un congrès, mais on dit, ils sont fous. Non, mais ils sont fous. C'est une pépinière à attention fragmentée. La performance va diminuer de 20 le stress va augmenter de 20 Puis c'est le cas. Moi, j'ai des copines qui ont pris leur retraite, pré-retraite, justement, puis plus capables de travailler dans des espaces ouverts. Et souvent, je dis aux employeurs, écoutez, si vos employés ne veulent pas revenir au bureau, peut-être aussi c'est qu'à cause des endroits où vous les placez dans ces endroits-là, parce que c'est dur de travailler en attention fragmentée complètement comme ça. Et je me suis dit, d'où ça vient, cette espèce d'amancheur d'idées-là, d'espace ouvert? Je me suis mis à lire tout. L'histoire, je la raconte dans le livre. C'est les chercheurs allemands qui ont proposé ça, mais ils avaient mal lu la littérature, fait qu'ils se sont trompés. C'était pas ça que ça disait. C'était pas ça que ça disait, pas en tout. Et les autres, ils ont pensé qu'un espace ouvert où on mettrait tous les employés, ça fonctionnerait. Ça vaut la peine de lire l'histoire dans le livre, c'est vraiment intéressant. Ils se sont trompés. Ce que la science avait dit, mais qu'ils avaient lu trop vite, c'est que tu crées un espace ouvert pour le travail de surface, le mingling. Mais tu crées autour, ou dedans, où tu veux, des espaces, comme tu dis, fermés, puis arrêtez de mettre des fenêtres, là. Je ne veux pas les voir travailler. On arrête là, de faire du show. Là. On ferme ça tranquille, avec pas de Wi-Fi, rien pour avoir la saine paix. Ce que les chercheurs aussi proposent, c'est de... On n'aurait pas pensé ça. Une des raisons pourquoi les gens détestent aussi le hoteling où tu rentres, etc., les gens aiment avoir des espaces personnalisés. Ils aiment ça, travailler avec la photo de Félix sur leur bureau. C'est clair? C'est comme ça qu'un humain s'est fait. On n'est pas des ordinateurs. Mais là, quand tu fais du hoteling où tu partages le bureau de Pierre, Jean-Jacques, et donc, comment les chercheurs de travail disent, on ne va pas vous dire de retourner avec tous vos cubicules, etc., mais aujourd'hui, il y a moyen d'utiliser la technologie pour, dans un espace de travail fermé, tu mets un petit écran où les gens peuvent uploader les photos de famille puis mettre ça pour la journée, si c'est important pour eux, parce que c'est comme ça la vie, avec un petit casier où ils peuvent mettre les petits cadres puis les remettre sur leur petit bureau s'ils veulent. Et des gens vont dire, ça fait quétaine. Non, c'est important, puis ça ramène à quelque chose de bien important, puis tu l'as soulevé tantôt, dans l'utopie des chercheurs. Ils se mettent à flyer. Pas de restriction. Ils poussent encore plus le bouchon au-delà du hybride structuré en disant, on pourrait aussi développer ce qu'ils appellent le travail personnalisé. Je t'explique. Il existe depuis quelques années ce qu'on appelle la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, mettons, tu as un cancer, je peux prendre un échantillon de sang, puis en fonction de ton code génétique, savoir laquelle des chimiothérapies va être la plus efficace pour toi. Je vais personnaliser ton traitement de chimio en fonction de ton code génétique. Bien, ça pourrait être un peu la même chose pour le travail. Puis ça, je veux juste revenir. Le travail, c'est-à-dire qu'on pourrait aider les gens à personnaliser. Si tu as des jeunes enfants à la maison, bien, je vais donner un autre exemple. Tout le monde est en travail de surface, en journée efficacité, 3 jours semaine, 4 jours semaine, puis une journée de travail en profondeur. Ça roule. Là, les garçons, vous avez un gros projet. Tu l'as soulevé tantôt. Et là, il y a Mathilde et Manon qui doivent travailler sur le projet. Bien, Mathilde et Manon sont 4 jours à la maison, travaillent en profondeur pour faire cette partie-là. Puis une journée en travail efficacité au bureau pour se tenir à jour. Jusqu'à temps qu'il ait fini. Quand ils ont fini, bam, donne le ballon à Maxime et Félix qui, eux, s'en vont 4 jours à la maison, puis eux autres continuent, on va répondre aux courriels. Blablabla. C'est ça, le travail personnel. On va moduler. Parce que le problème dans le travail, c'est qu'on veut tout one size fits all. Ouais. C'est bien connaître l'humain. Et c'est là que je veux m'adresser aux jeunes, puis vous me direz dans les commentaires du podcast, j'irai les voir. Je veux vraiment... Non, je ne niaise pas, je veux vraiment avoir votre point de vue sur les sondages, parce que je parle à beaucoup d'employeurs. Et à chaque fois que je donne une conférence, à chaque fois, je le dis là, je vous donne mon cri du cœur, mais peut-être je crie pour rien, vous me le direz, hein, si je crie pour rien. J'entends souvent des employeurs de mon âge, quinquagénaires, qui vont dire, ben non. Avec la nouvelle génération de jeunes, c'est connu, les jeunes tripent télétravail, veulent plus rentrer au bureau, franchement. Ben moi, je les mets toujours au défi de me trouver un seul sondage, une seule étude qui démontre ça, parce que ce n'est pas vrai. So far, so good. Ce que la totalité des sondages montrent, c'est que ceux qui ont le plus souffert de la pandémie, c'est les 18-34. Et ceux qui triplent le plus sur le télétravail, c'est les quinquagénaires, comme Sonia, qui, eux, à 40 ans, qui sont au bureau, ça va. Et quand je parle aux gens, je leur dis, au-delà de tout ce que je vous ai dit, attention fragmentée, hybride contrôlable, tout ça, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on jase ensemble, tout le monde. Je pense que la pandémie nous a rendus assez individualistes. Je suis bien dans mes joggings, je reste dans mes joggings. Mais ce que je dis aux gens, c'est que notre job comme société,
je pense, c'est d'offrir un milieu de formation. Et je souligne le mot milieu de formation aux jeunes. On ne peut pas demander à des jeunes de rentrer dans des milieux de travail où il n'y a pas un sweet chat en train de faire des zooms. C'est cruel faire ça. Et je dis aux gens, rappelez-vous votre première job de vie. Hein, votre première job de vie, moi, ma première job de vie, c'était magasiner au château, parce que c'était pas cher. Puis là, je me suis acheté un petit kit. Puis là, je suis allée, tu sais, puis là, ils s'en vont travailler. Puis là, ils disent à leur mère, maman, je suis stressée, mon Dieu Seigneur, je sais pas si je vais être capable de dîner avec quelqu'un, etc. Puis là, il revient. Puis il va dire, hey, Mom, Ginette, à la réception, est tellement fine, elle m'a emmené avec sa gang de filles, puis réel. Il est drôle. On peut pas vous enlever ça. Puis ce que les gens comprennent pas dans les grands employeurs, c'est que vous, les jeunes et les plus jeunes, vous êtes la première génération de jeunes qui va avoir vécu le changement. Le gros changement de bateau, là. Puis ils sont déjà pas mal anxieux, les jeunes. Ce serait le fun qu'on les protège un peu plus. Et donc, je ne sais pas si vraiment les jeunes, si les grands gestionnaires ont raison de dire que les jeunes trippent 100% sur le télétravail. Mais moi, ça fait 30 ans que j'enseigne à l'université, puis mes jeunes ont toujours 21, 22. Puis après la pandémie, les 2 premières années, moi, j'enseigne un cours de 1 à 4 le mardi depuis 30 ans. Fait que d'habitude, à 4 moins quart, tout le monde ramassait leurs affaires. Puis, les voyait partir. Hey, à 5 heures, on était encore dans la classe en train de jaser. Je disais, coudonc, on ne voulait pas vous en aller. Et donc, je ne suis pas certaine, moi, que cette idée-là, que les jeunes trippent télétravail, c'est vraiment, vraiment. Et, on te saura me le dire, ils ont trippé 4 ans. Est-ce qu'ils vont tripper? Parce qu'il t'en reste des années, exact, toi, là. 5 Ouais. ans, 10 ans, 20 ans, sans destination? Pas sûr. Je suis vraiment pas certaine. Ben, tu sais, nous, je veux dire, on n'est pas une étude contrôlée, hein, mais tu sais, on a engagé du monde qui était en télétravail dans leur ancien job puis qui sont comme là, on n'est plus capable. Quand nous autres, on disait, c'est important que ça soit en présentiel parce qu'on veut créer un esprit d'équipe. C'est comme, oui, c'est parfait. Oui, c'est ça que c'est ça qu'on veut, c'est ça que je veux. Ouais. C'était des jeunes, c'est ça, oui. Ben oui. C'est ça, j'ai l'impression qu'on l'a essayé puis on s'est rendu compte des limites de ça, finalement. Puis il y a des avantages parfaits. Ouais. Et le travail en profondeur, théoriquement, nos périodes de travail en profondeur, si on peut être à la maison, c'est parfait. Mais c'est pas tout le monde. Si tu as un parent malade à la maison, des enfants qui débarquent à n'importe quelle heure, tu n'es peut-être pas capable de faire du télétravail. Et pas donc, tout le monde qui a un bureau non plus. Exact. Moi, mon bureau est dans ma chambre, mais c'est pas une bonne idée, c'est ça, pas idéal. Non, ton cerveau, il associe, c'est ça. Quand je me réveille, je vois mon bureau. Non, t'es mieux de travailler sur le sofa, je pense, ou sur la table de la cuisine. Et donc, ça va être important de personnaliser le travail comme ça pour que les gens qui sont à la maison et qui ne peuvent pas faire du télétravail, du travail en profondeur, aient des cubicules, par exemple, tranquilles au bureau. Ils peuvent aller se cacher pour être tranquilles. Vraiment. Avant de te laisser partir, je vais en profiter encore. Est-ce qu'on peut avoir un sneak peek sur le stress de l'amour? Écoute. T'as-tu comme une ligne directrice vers laquelle tu vas aller? C'est quoi qui a été qui a fait germer l'idée? Puis qu'est-ce que c'est, en fait? Oui, parce que, bon, j'étais sur mon île déserte, puis j'ai fini mon livre. J'ai dit, bon, je travaille sur quoi? J'ai toutes sortes d'affaires. C'est le stress de tout, finalement. On peut travailler sur tout. Exact. Encore faut-il, ça m'intéresse. Puis je me suis dit, ben, je vais partir d'un autre angle, parce que lui était très théorique. Je savais qu'avec la pandémie, le travail allait changer. Fait que je suis partie théorique. Puis je dis, là, j'ai pas envie de partir théorique. Je veux partir expérientiel. Je veux... Et donc, je me suis dit, dans nos soupers de filles, dans nos soupers d'amis, eu égard à l'âge, comme ma fille débarquait avec ses 25 ans à la maison, là, de quoi parle-t-on le plus souvent? Qui nous stresse. Et la première chose qui m'est arrivée, c'est l'amour. Ah, le dating, ah, le ci, ah, le ça. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant, ça. Il y a plein de livres sur la neuroscience de l'amour, comment le cerveau est amoureux, etc., etc., etc. Mais le stress de l'amour, j'ai regardé, puis il n'y avait rien. Et pourtant, c'est fichument stressant. Il y a plein de gens qui vont dire, écoute, dater, ça peut être violent, certains, pas violent dans le sens émotionnellement, tu sais, quelqu'un qui te ghost, tu sais, tout ça, là, il y a plein de choses qu'on vit. Il y a plein de gens qui sont en couple, qui sont malheureux comme job. Il y a des gens qui sont solos, sont stigmatisés socialement. Hein? Si jamais tu es en couple, là, tu fais des petits soupers de couple là, tous les samedis soirs, puis soudainement, tu te quittes, il n'y a plus personne qui va t'inviter pour tes petits soupers de couple. Tu n'invites pas un solo dans des soirées de couple. Là. Un 5e ami dans un... Non, puis tu sais, le mariage avec la petite table des célibataires pas loin de la cuisine ou de la toilette. Fait qu'il y a tout quelque chose de stigmatisé des humains. C'est extrêmement stressant. Fait qu'il y avait plein de sujets comme ça que je me disais, c'est quand même des choses qui... bon angle. Oui, puis il y avait des choses intéressantes aussi. Je vais vous donner un petit truc pour une date que j'ai lu, puis c'était par rapport au stress. Une date bien réussie, selon les chercheurs, c'est une date bien réussie où la personne va faire comme
c'est une date où tu vas activer le système réticulaire, où tu vas activer créer une activation chez la personne. Par exemple, tu l'amènes dans Grand Rot. Tu l'amènes sauter en bungee, peut-être un peu too much, là, mais tu vas créer une activation du système adrénergique et le cerveau fonctionne par association. Ouais. Puis il va faire comme « Ah, c'est excitant! » Ah ouais. C'est ça le truc. Le truc, c'est d'aller au go-kart. Bien, tu essaieras essayer 2 dates. Une, tu sais, c'est vraiment un souper où on va parler de la politique internationale. Et l'autre, dépendamment, bien sûr, des personnalités. Mais tu sais, il y a plein de sujets comme ça, mais j'ai bien pas... Moi, je travaille avec une table des matières. Comment je vais partir la machine, je suis pas encore sûre. Mais je pense que je vais partir la machine avec le début, la rencontre. Ensuite, jusqu'évidemment, quand il y a la rupture, etc. Je verrai bien. Mais ça va être difficile. Puis, y a-tu bien des études scientifiques là-dessus? Pas beaucoup. Il y en a beaucoup sur la neuroscience de l'amour, etc. Donc, je suis capable de partir de ça, puis ensuite d'appliquer, ça, je suis capable de faire ça, d'appliquer la science du stress là-dessus. Okay. Je pense. Faudrait-tu que tu fasses toi-même à ton labo des expériences pour tirer des conclusions? Non. J'ai assez de données, je pense. Sinon, je partirai un nouveau projet sur l'amour. C'est ça. Ben, on espère être encore en train de faire le Sans Fil podcast quand le livre va sortir pour pouvoir te réinviter une troisième fois. Mais d'ici là, si jamais les gens, moi je cherche ça, je viendrai voir, tu me l'enverras si jamais ça rentre. Là. Si jamais les gens, moi je veux savoir votre pire date à vie. Ça va m'aider à sortir les stresseurs. Ouais. Il y a un podcast qui se fait ici qui parle précisément de ça. Ça s'appelle Détestable. OK, tu me l'enverras. OK, je vais aller regarder ça. Tu vas avoir plein Tout le monde raconte leur pire date. C'est sûr, je vais aller voir ça. Des bons exemples, je pense. Ça va m'aider. Bon, ben merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, les garçons. C'était vraiment super. Puis je pense qu'on est... Moi, en tout cas, je ressors de cette conversation-là puis de la lecture du livre avec plein de choses à travailler, je pense, puis plein de choses à expérimenter puis à essayer d'implanter dans ma vie. Puis je pense que ça va faire une bonne différence. Puis aussi ici, là, exact. Dans comment être des bons gestionnaires. Puis je veux juste vous laisser un dernier message de maman. Là, je vous aime. Puis vous autres, puis ceux qui vous écoutez, faites attention à votre cerveau. Faites-y attention au même titre que vous faites attention à votre corps. Oubliez jamais ça, parce que c'est quand même lui qui drive le show. Là. Oui, tout à fait. 100%. Merci beaucoup. Merci, Sonia. Allez, ciao.